Oui, bonjour à tous. Merci d'être là pour notre conférence sur la littérature jeunesse dans le transmédia. Donc, vaste thème que nous allons aborder grâce à nos deux conférenciers qui sont tous les deux universitaires. Donc, Anne Besson, qui est maître de conférence HDR en Artois, qui est spécialiste de la science-fiction, de la fantasy et des univers transmédiatiques et du young adulte aussi. Et donc, Anne s'est retrouvée un peu à travailler sur ces sujets parce qu'en tant qu'énorme lectrice, elle a eu envie d'en faire un métier. Et voilà. Ensuite, elle a fait sa thèse sur un ensemble de textes qui s'apparentaient, qui collaient au fonctionnement de Harry Potter, donc avec l'idée de cycle, l'idée de personnages qui vieillissent au fur et à mesure des tomes. Et c'était au moment où Harry Potter aussi commençait à cartonner, ou cartonnait vraiment, je crois. Commençait à cartonner. Juste après. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à travailler sur la fantaisie, le fantastique essentiellement au départ. Voilà, pour Anne. Et pour Mathieu, donc Mathieu Le Tourneux, qui est maître de conférence à Paris-Ouest, et lui spécialiste de littérature jeunesse et de culture médiatique depuis très longtemps. Il est un des premiers à s'être... Mais si. Avec Anne, à s'intéresser à la culture médiatique, à écrire des articles sur la culture médiatique, notamment pour la jeunesse. Et il est président de l'AFRELOS, qui est l'Association française des chercheurs en littérature pour la jeunesse. C'est pas l'intitulé, mais c'est à peu près ça, oui. C'est vrai, c'est... Association française des chercheurs en littérature et en culture pour la jeunesse. Bon, c'est l'Association française des chercheurs en livres et en objets culturels de l'enfance. Ah, voilà. Objets culturels. Et lui, comment s'est-il retrouvé donc à faire de la recherche sur la littérature jeunesse? Parce qu'il a fait son doctorat sur le roman d'aventure et son corpus, évidemment, comprenant beaucoup de romans jeunesse. Il s'est petit à petit rapproché de plus en plus de la littérature jeunesse. Alors, voilà pour les présenter tous les deux. On va faire une introduction très brève parce que c'est vraiment très dense ce qu'on a à vous raconter, je pense. Donc, en fait, je propose, parce que moi-même, je me suis emmêlée en fait, les patates en faisant mon première interview et en préparant cette conférence, je propose qu'on commence par des définitions de ce que c'est que le cross-média, le transmédia, le multimédia, avec le livre numérique, etc., et Médiamix aussi, dont vous m'avez parlé, et que tout le monde sache à peu près vraiment, même pas à peu près, que tout le monde sache à quoi s'en tenir sur cette terminologie qui nous envahit en ce moment. Voilà. Oui, alors il y a tout un tas de termes effectivement qui sont à notre disposition, qui se recoupent en partie, qui sont des terminologies assez souples, qui sont parfois simplement des façons de voir les choses ou de nommer les choses différentes. Disons que quand on parle de transmédia, cross-média, médiamix, on parle de grosses logiques de convergence médiatique avec un côté plutôt commercial. C'est une idée de convergence marketing d'autant de supports possibles. Tandis que si on veut partir du livre, comme ce sera peut-être plutôt notre cas ce soir, on va parler, en partant du livre numérique, du livre augmenté, du livre enrichi. Donc voilà, nous on va commencer par là, du livre numérique, pour aller jusqu'au transmédia. Le point de départ étant que toutes ces terminologies, qui ne sont pas, c'est pas un système de classification avec des exclusions entre les termes. On peut être à la fois, par exemple, transmédia, participer d'une logique transmédia et être un livre augmenté, par exemple, etc. Ce ne sont pas des catégories exclusives. En revanche, tous ces termes ont pour trait commun de renvoyer à une logique de circulation entre les médias. C'est-à-dire qu'on n'est pas fermé sur un seul média, on dépasse toujours la logique monomédia. Et ça, c'est l'élément central pour comprendre les objets qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, juste, est-ce qu'on pourrait quand même juste plus précisément dire que le transmédia s'est fondé sur la complémentarité, le cross-média sur la stratégie marketing et la pub, enfin voilà, et le multimédia, ce que c'est, parce que le multimédia et le transmédia, je pense que c'est vraiment pas si évident de savoir la différence entre les deux. Alors, ça c'est vraiment dans les définitions. On commence par transmédia, cross-média. Tu m'avais demandé de commencer par le livre numérique. Ouais, non, mais... en fait, là, je voudrais juste, ce que je pense que c'est bien. Est-ce que le truc est au... Ça ne s'affiche plus. C'est pas affiché. Voilà. Juste une définition. On va faire. Alors, donc, voilà, on va partir de cette slide-là, du coup. Donc, cross-média, c'est une logique de déclinaison
médiatique, c'est des adaptations. Harry Potter, le début d'Harry Potter, puisqu'ensuite ça devient un transmédia. Au départ, Harry Potter, le livre, puis Harry Potter, le film. C'est la même histoire dans 2 médias différents. Le cross-média, ça désigne tout simplement la situation de l'industrie culturelle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous faites, par exemple, un film, un blockbuster, vous êtes obligé d'envisager immédiatement toute une série d'autres productions, souvent sur d'autres médias, qui peuvent en assurer peuvent assurer le modèle économique. Donc, par exemple, cross-média, ça va être quoi? Ça va être les bandes annonces, les affiches, le film, mais aussi le DVD, le pay-per-view, etc. Tout envisagé dès l'origine comme une déclinaison de l'objet, pratiquement le même, mais ça va être aussi la novélisation, la même histoire encore, mais cette fois-ci en livre, et en un sens, les jeux vidéo directement tirés du film, parce que dans le fond, ils obéissent encore à la logique de l'histoire, même si on est déjà face à un objet un peu plastique. Bref, le cross-média, c'est vous prenez une histoire et vous la racontez sur tous les médias, la même histoire. Le transmédia, en revanche, ça n'est plus une logique de déclinaison, d'adaptation, c'est une logique de complémentarité où une histoire, et de moins en moins on va pouvoir parler d'histoire, on va davantage parler d'univers, c'est ça qui est intéressant dans le transmédia. Dans le transmédia, on va davantage parler d'univers, et cet univers va être développé en complémentarité sur plusieurs supports médiatiques. C'est-à-dire que pour avoir accès à la totalité de l'univers et éventuellement des embryons d'histoire qui y sont, il va falloir accéder à tous ces médias. Ça n'est pas la même histoire déclinée, c'est un seul univers qui va prendre différentes formes selon les médias qui l'exploitent et qui le développent. Donc le roman va évidemment se spécialiser dans le récit, dans l'exploitation de l'intériorité des personnages, par exemple, tandis que tel ou tel support ludique va pouvoir apporter de l'interactivité, va pouvoir permettre d'entrer davantage dans le décor, ou dans tel aspect du récit roman. Donc, exploiter les possibilités des différents médias pour leur faire chacun dire un petit morceau de cet ensemble qu'est le produit transmédia, la logique transmédia. En fait, on se rend compte, quand on regarde l'histoire de la culture médiatique depuis 50 ans, que de plus en plus, on a basculé d'une logique d'adaptation cross-média, enfin de reprise de la même histoire, à une logique de monde, avec des œuvres qui ont daté ce basculement. Évidemment Star Wars, qui s'est décliné très rapidement dans des supports différents, on y reviendra. Et puis, pour une autre logique transmédia, mais on y reviendra également, Matrix, qui a été un événement majeur du transmédia. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'idée du transmédia, c'est qu'on peut occuper tout le terrain médiatique avec, en quelque sorte, des séries narratives parallèles, une série de romans ou plusieurs séries de romans, une série de bandes dessinées, une série de films, une série de jeux vidéo. Et d'un seul coup, l'ensemble, l'expérience narrative, l'expérience aussi de monde, puisque ce n'est pas seulement une expérience narrative, l'expérience est une expérience globale, multisensorielle et multimédia. Donc là, je vous ai affiché une citation du grand théoricien américain du transmédia, dont l'ouvrage s'appelle « La culture de la convergence ». Et l'idée, c'est donc de faire converger les médias. Et l'article qui a lancé le terme de transmédia et qui vous parle un peu mieux de ça, c'est donc Transmedia Storytelling à propos de Matrix. Et donc, il raconte, c'est une citation d'un storyteller qui raconte, quand j'ai commencé, on pitchait une histoire. Parce que sans bonne histoire, vous n'avez pas vraiment un film. Donc c'était un gars d'Hollywood. Ensuite, quand les séries ont commencé à décoller, on pitchait un personnage, parce qu'avec un bon personnage, vous pouvez avoir plusieurs histoires. Et maintenant, on pitch un monde, parce qu'avec un monde, vous pouvez avoir de nombreux personnages et de nombreuses histoires dans de nombreux médias.
Bien, donc ça c'était le transmédia. On avait dit qu'on parlait cross-média, transmédia et média mix. Donc c'est un terme qui désigne plutôt la culture japonaise, donc qui nous vient là encore de théorisation japonaise. Donc c'est le développement de synergies fortes sans hiérarchie d'un média sur l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une porte d'entrée principale. On utilise ce terme-là pour les univers transmédiatiques de type Pokémon. Le grand exemple de média mix, c'est les Pokémon. Mais il y en a, vous le savez, énormément d'autres sur ce même principe. Le Pokémon, c'est à la fois un jeu de cartes, une série animée et des mangas indissociablement, plus des figurines et énormément de produits ludiques dérivés. J'ai oublié les jeux vidéo. Donc, en fait, on a dès le départ une synergie très forte et une espèce d'horizontalité. Le média mix, c'est ça qui va plutôt faire le trait caractéristique. C'est l'horizontalité des différentes déclinaisons sans qu'il y en ait une qui prenne le pas sur les autres et avec une circulation, alors là vraiment totalement fluide et apparemment plus simple dans ces cultures asiatiques qui sont habituées à ce type de consommation. Le terme de média mix, pourquoi est-ce qu'il est davantage associé aux cultures asiatiques? Parce qu'en fait, dans la notion de média mix, il y a vraiment l'idée de mixage et de circulation. Or, ça s'applique particulièrement à des univers de fiction qui sont des univers de fiction fondés davantage sur des objets ludiques que sur des objets narratifs. Les Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc., sont des personnages qui sont des personnages ludiques. Or, les personnages ludiques, les objets de fiction ludiques, sont des objets qu'on peut manipuler dans tous les sens, qu'on peut mêler, transformer, etc. Et donc, la circulation est beaucoup plus importante. C'est pour ça que ce type de terminologie s'applique davantage à des univers liés à l'univers, aux productions ludiques, aux franchises, aux produits dérivés, enfin cette circulation des franchises ludiques. Alors, donc maintenant, on vous a présenté ce qu'on va développer. On repart sur le multimédia. Voilà. Nous n'avons pas oublié le multimédia. En fait, le multimédia, c'est le terme, c'est un terme plus ancien. Le plus générique. Voilà, un terme générique. Il y a deux termes génériques, c'est transmédiatique et multimédia. Transmédiatique désigne la circulation entre les médias, quelle qu'elle soit. Multimédia désigne un support de diffusion qui mêle des modes d'expression et des types de discours médiatiques différents. Par exemple, je ne sais pas moi, un site internet, si vous avez du texte, de l'image et de la vidéo, on peut dire qu'on est face à un objet multimédia. D'accord ? Si vous avez les anciens CD-ROM interactifs, qui ont été un peu le lancement de l'idée du multimédia, proposer des textes, des films, des animations, etc. Donc c'est ça le multimédia. Alors pourquoi est-ce que le terme multimédia est important pour nous? Parce que le multimédia désigne également toutes ces choses qu'on décrit aujourd'hui autour du livre à réalité augmentée, de certaines formes de livres numériques, etc., qui sont en réalité très souvent de l'ordre du multimédia, mais parfois qui glissent vers le transmédia. Donc c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. D'accord, donc là on repart sur l'idée de vous expliquer un peu d'où vient le livre numérique, le livre enrichi, le livre à réalité augmentée, de nous expliquer aussi la différence entre livre numérique, livre enrichi, livre à réalité augmentée, et aussi s'interroger au départ sur cette notion de livre, c'est-à-dire est-ce qu'un livre numérique est un livre ou est-ce que c'est un texte de fiction sur un support? Ça me semble important quand même aussi peut-être de partir de cette idée-là. Et pourquoi en littérature jeunesse, c'est particulièrement porteur et particulièrement développé? Alors, donc, le livre numérique, c'est tout simplement le contenu textuel transposé sous forme de logiciel ePub, par exemple, donc que vous allez pouvoir lire sur votre liseuse. Ça n'est pas un livre numérique, ça n'est pas autre chose qu'une transposition du texte sous une forme codée dans un logiciel. Donc en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, un livre numérique. La plupart des livres numériques pour l'instant sont ce qu'on appelle homothétiques, sont les mêmes
texte, exactement, sans enrichissement autre que la table des matières cliquables, qui est déjà considérée comme un premier degré d'enrichissement. Mais bon, c'est vraiment voilà, très, très faible. C'est tout ce qu'on a. Donc, en littérature jeunesse, souvent, on va, et notamment dans les cas des albums, on va essayer d'aller plus loin que ce premier degré d'enrichissement. Alors maintenant, est-ce que le livre numérique est un livre, ou est-ce que c'est la fin du livre, ou est-ce que c'est une nouvelle forme du livre? On en a parlé ensemble, tout dépend de ce qu'on décide d'appeler un livre. Est-ce que ce que vous appelez un livre, c'est un texte, c'est un contenu textuel, ou est-ce que c'est un support spécifique avec des pages en papier, auquel cas ce support-là, il date d'il n'y a pas très longtemps, il est vraiment lié à la culture de l'imprimerie. Avant, le livre, la façon de circuler des textes prenait une autre forme. Aujourd'hui, on peut juger qu'on est dans une rupture de paradigme importante également et que les textes sont voués à se réinventer parce qu'ils vont prendre cette nouvelle forme-là. Pour l'instant, la liseuse, les textes qu'on lit sur tablette, etc., ressemblent à nos livres. C'est pour ça qu'on appelle ça des livres numériques. Peut-être qu'ils évolueront et qu'ils ressembleront plus aux livres actuels. Peut-être qu'on ne continuera pas à, sur une liseuse, tourner des pages, parce que c'est quelque chose d'un peu absurde. Et qu'il y aura sans doute des choses à faire avec l'interface qui renouvelleront. Mais pour l'instant, on en est là. Donc on parle de livres numériques, essentiellement comme une espèce de métaphore. Parce que cette nouvelle façon d'appréhender le texte, qui est la lecture sur tablette ou la lecture sur liseuse, pour l'instant, elle ressemble à la lecture du livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'histoire de la lecture de l'imprimé, enfin pas de l'imprimé, de la lecture textuelle, il y a eu toute une série de phases avec des grandes ruptures. L'imprimé en a été une, justement, l'imprimerie, la presse au XIXe siècle, le retour au livre au XXe siècle. À chaque fois, il y a eu des mutations radicales de la relation au récit, de la relation à la structure d'une écriture, et ça n'a pas été, c'est pas simplement un changement de support. Le changement de support a radicalement modifié la question du texte. Mais très lentement. Très lentement. Et ça, c'est important. C'est pour ça que pour l'instant, on ne voit pas forcément beaucoup de changements et qu'on est vraiment dans une phase d'expérimentation. Mais c'est très lent. Mais cette lenteur, par exemple, l'arrivée de la presse au XIXe siècle, le basculement dans le feuilleton, c'est une lenteur sur 30-40 ans. C'est quand même pas si lent que ça. Le XXe siècle, le retour au récit bref, c'est sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Donc cette lenteur, elle n'empêche pas que les choses sont altérées c'est-à-dire on bascule dans une autre ère textuelle relativement lentement, mais les mutations se produisent assez rapidement. Simplement, elles ne transforment pas l'ère culturelle. Alors, du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le livre numérique, comme transposition de l'imprimé sur papier, transposition du livre, est probablement voué à se marginaliser et à... il y aura encore des usages de ce type, mais on va probablement le voir en partie supplanté par d'autres usages. On pourra toujours lire Proust sur sa liseuse, mais on ne fera pas que lire ou feuilleter des magazines comme on le fait actuellement quand on lit sur tablette, ce qui est une expérience de lecture qui n'est pas très satisfaisante d'ailleurs. Mathieu, juste ce que tu veux dire aussi, est-ce que ça ne serait pas l'idée de comment un média se construit par rapport à un ancien média et comment il peut s'autonomiser ou pas? Et le problème du livre numérique, elle est peut-être sur cette autonomie-là? Voilà, il y a une chose qu'il faut voir. Qu'est-ce qui est transformé quand on passe du livre papier au livre numérique, à la tablette? La tablette, c'est déjà un objet multimédia. La spécificité de la tablette, alors pas toutes les liseuses aujourd'hui, parce qu'on est encore attaché à l'ancien média. Mais on voit bien que les tablettes sont de plus en plus des tablettes qui permettent aussi de voir des films, qui permettent aussi de faire d'autres choses. À partir de là, on est face à un objet multimédia et on imagine difficilement une clôture de l'espace textuel alors qu'il y a la possibilité de faire d'autres choses. On l'a très bien vu avec Internet. On voit bien avec Internet que très vite, le textuel s'est mêlé à d'autres dynamiques. Donc, on en arrive naturellement à d'autres logiques du livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en retour, en réponse,
le livre papier est lui-même affecté par ces mutations de paradigme, puisqu'on voit justement des livres papier augmenter, ce qui est la mode actuellement, comme une façon de dialoguer avec les nouvelles logiques discursives. Et donc, à quoi remonte? Est-ce que vous voulez qu'on commence justement à dire où remonte cette idée de livre augmenté, au livre CD déjà? Est-ce qu'on peut s'amuser à trouver des origines de ce livre-là? Moi, je pense... Alors, le livre multimédia. Hein. Le livre multimédia, enfin le livre associé à un autre média, c'est quelque chose de vraiment ancien. Là, c'est quoi que tu nous as mis, Mathieu? Voilà, c'est quelque chose que... C'est un disque avec un livre avec un... C'était les fameux livres 10 de Walt Disney qui sont intéressants parce qu'on est dans du multimédia, mais aussi dans une logique de circulation transmédiatique, puisque ce sont des adaptations de dessins animés en livre et en disque qui reproduisent un peu malhabilement une expérience cinématographique du pauvre. Donc, le livre multimédia, hein, le livre enrichi d'autres médias, associé à d'autres médias, c'est vraiment une logique qui, en culture de jeunesse en particulier, est ancienne. On a eu ensuite beaucoup de livres DVD, de livres CD, un livre avec ou album de comptines avec les chansons associées. Donc ça, c'est des dynamiques donc multimédiatiques qui sont vraiment parfaitement au point et qui donc se renouvellent dans ce qu'on appelle le livre en réalité augmentée, donc qui utilise comme média supplémentaire, là pour le coup, les nouvelles technologies, les médias numériques. Et en quoi, tu le dis intéressant, c'est en quoi la littérature jeunesse est un support favorisé oui. aussi et particulièrement favorable à au multimédia, par l'oralité, dans la façon dont on raconte aux enfants, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce que le livre en réalité augmentée trouve un marché particulièrement en littérature pour la jeunesse? Parce que le livre en littérature pour la jeunesse a cette spécificité d'avoir toujours été un lieu d'exploration, beaucoup plus que dans les autres domaines du livre. On pense bien sûr au livre pop-up, au livre à système, au format du livre, à l'exploitation de la matérialité de la page. Et pourquoi est-ce que le livre en littérature pour la jeunesse a été davantage exploré ? En partie pour des raisons économiques, mais pas seulement, parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, le support papier, le support textuel, a toujours été un support d'autres activités. On lit des histoires aux enfants, on manipule un livre, etc. Donc le livre est déjà intégré dans d'autres usages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la culture de jeunesse est une culture de la fiction dans laquelle la porosité entre la manipulation et la réception d'un message, c'est-à-dire d'un texte, la réception d'un texte et la manipulation, c'est-à-dire la pratique ludique, les deux se confondent en permanence. L'enfant va jouer avec son texte, va lire le texte dans le désordre, va manipuler le livre, et donc le livre se prête davantage à l'exploration et à la manipulation. Et comme le disait Carole, l'oralité, le fait que les enfants écoutent des histoires, fait qu'il y a une logique absolue de leur présenter des sons qui accompagnent cette oralité. Donc les enfants ont globalement un usage plus ludique et plus dynamique des textes qu'ils consomment, ce qui fait qu'ils n'ont pas aucun blocage psychologique face à ce qui va au livre enrichi, au livre augmenté, alors que des lecteurs adultes, même si les young adultes de plus en plus, qui sont de plus en plus vieux, non plus ces habitudes, ils n'ont pas l'habitude de récepteurs passifs, et donc a priori, ils sont beaucoup plus ouverts aux différentes expérimentations, aux propositions d'interactivité, etc. C'est comme ça en tout cas, la grande majorité des travaux en livre augmenté et en livre enrichi visent le secteur jeunesse. C'est très majoritaire. Et notamment, donc, pour faire une petite transition, justement, notamment avec tout ce qui est documentaire et tout ce qui est enseignement dans les livres scolaires, où vous disiez que le multimédia est particulièrement adapté, apprécié et efficace. Oui, il faut dire une autre chose, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que si en littérature pour la jeunesse, il y a une expérimentation du support, c'est parce qu'il y a un marché. C'est-à-dire que c'est un des seuls endroits dans le domaine du livre où on a un marché viable dès lors qu'on fait des objets ambitieux
des supports, des formats de livres ambitieux. Le livre pop-up, vous pouvez essayer de le faire pour les adultes, vous n'entendrez pas assez, c'est pas rentable. De la même façon, le livre augmenté, c'est rentable. Et pourquoi est-ce que les documentaires sont plus rentables? Parce que les documentaires bénéficient du marché de l'éducation nationale, et que l'éducation nationale, ça vous stabilise immédiatement des ventes, et ça vous assure un retour sur investissement bien meilleur. Ailleurs, c'est beaucoup plus risqué. Donc les premiers livres qu'on appelle en réalité augmentée, ça a été les Dokéo Nathan, donc toute la collection des Comment ça marche. Et donc là, vous avez l'exemple de l'espace. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Il faut télécharger un logiciel. On va vous montrer un petit film. Les dinosaures. On voit rien, mais vous allez comprendre vaguement. Vous voyez, il y a le livre sur l'écran et ils sont en train de le tourner. On a l'impression qu'il y a un vrai dinosaure debout sur le livre. Vous avez vu un petit peu ou pas du tout? Un petit peu quand même. Vous voulez que je vous le remontre? Je vais vous le remontrer. Vous voyez, le dinosaure est là sur le livre. On a un écran, hop, et puis ça tourne et on voit le dinosaure comme s'il était debout, alors qu'en fait, il n'y a rien sur votre livre. Vous avez compris le principe. Donc alors, il y a une promesse de magie, quasiment, puisque, alors à côté des documentaires, qui sont une des grandes formes que ça prend, où on va pouvoir voir s'animer l'avion, la fusée, etc., décoller les choses, donc ça plaît déjà par la dynamique. L'autre grand aspect qui va être exploré, c'est les dinosaures, les fées, les aliens, tout ce qui est merveilleux, donc faire advenir quelque chose qui n'existe pas à travers cet accès à la réalité augmentée. Ça, c'est une vraie promesse d'accès supplémentaire au merveilleux. Et du coup, donc, il y a cette promesse presque magique de t'as vu, ton livre il bouge, sauf qu'il faut bien avoir conscience à quel point c'est quand même assez limité, et ça j'arrêterai pas de le dire pendant toutes ces conférences. En fait, c'est quand même assez limité. On peut pas lire n'importe où du tout, il faut vraiment être devant son ordinateur avec sa webcam, avoir téléchargé le logiciel qu'il faut, et puis on voit le dinosaure qui bouge un peu, mais une fois qu'on l'a vu une fois, bon, globalement le soufflet retombe un peu, voilà. On peut faire un parallélisme avec le premier cinéma. Le cinéma, à ses débuts, procédait exactement de la même façon, en proposant un cinéma d'attraction dans lequel le personnage avait la tête qui gonflait, se démultipliait à l'écran, etc. On est exactement dans ce type d'expérimentation, sans invention d'un langage, mais uniquement un émerveillement devant la technique. On est comme dans le premier cinéma en 3D ou dans le premier cinéma tout court. À chaque fois qu'il y a des nouveaux modes d'expression qui apparaissent, au début on les explore et on se contente de s'émerveiller des possibilités de ces modes d'expression, mais on ne fabrique pas des choses sophistiquées. On est juste dans le commentaire de l'objet. D'ailleurs, pour rebondir par rapport avant de passer aux applis, justement, par rapport à ce que vous dites, il y a l'idée que ce livre-là numérique, cet objet-là, est de plus en plus dépendant des technologies, ce qui lui donne quelque chose d'assez fragile aussi. Oui. Ça, c'est un autre élément qui est très important, dont il faut tenir compte, mais qui est vrai aussi du livre numérique actuellement. C'est combien ce type d'objet est dépendant, en fait, puisqu'on illustre... De technologies qui ne sont pas encore très stabilisées. Tout le monde, tout l'univers des médias numériques est un univers qui n'est pas pérenne. Les jeux vidéo des premières générations sont tous désuets aujourd'hui et sont extrêmement difficiles à utiliser. Les premiers CD-ROM qui avaient été une révolution sont devenus, pour ainsi dire, désuets et sont très difficiles à utiliser si vous les reprenez. On peut aller plus loin. La plupart des médias contemporains entrent en désuétude rapidement. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que les technologies évoluent et qu'on ne sait pas ce que deviendront les technologies avec le temps. Le deuxième point important, c'est que le livre numérique, comme la plupart des productions numériques actuelles, n'est pas un objet dont on a la pleine propriété, mais c'est un objet dont on a l'usage. C'est-à-dire qu'on peut télécharger le livre, mais on ne l'utilisera qu'on a droit à un nombre d'utilisations limitées, sur un nombre de supports limités, et donc on ne peut pas le céder, l'offrir, enfin on peut l'offrir, mais on ne peut pas le réoffrir après, etc. C'est lié à cette culture aujourd'hui dématérialisée, c'est vrai aussi de la musique, des films, etc. La culture dématérialisée n'est plus une culture de la possession de l'objet, mais une culture de l'usage de l'objet. Donc ça, c'est des éléments qui sont, à mon avis,
fondamentaux, la question de la technologie et la question du basculement dans une culture de l'objet à une culture de l'usage. Là, ce qu'on vous mettait à l'écran, c'est donc une nouvelle technologie possible en voie d'exploration, hein, qui sont les tablettes avec picoprojecteur, donc c'est l'équivalent d'un rétroprojecteur, mais intégré en plus petit. Donc, la tablette permet évidemment de projeter des films, mais là, pour ce qui nous intéresse, elle permet de projeter des livres, hein, des albums. Donc là, on voit la famille, la maman qui raconte l'histoire, et en même temps, on voit l'image en grand, donc avec une espèce d'hybridation avec le cinéma, hein, avec la projection grand écran. Les premières tablettes sortent, donc c'est pareil, on est au stade de l'expérimentation technologique et la création n'est pas encore vraiment développée pour ça. On trouve des projets de fin d'études dans des masters d'édition numérique, etc., qui essayent de voir comment ils peuvent exploiter ces nouvelles technologies, mais c'est très frais, donc on ne peut pas en faire encore vraiment grand-chose. En fait, ce que vous dites, que ça reste encore un marché de niche, finalement. Complètement. C'est un marché de niche et c'est un marché d'expérimentation, ça c'est certain. On n'est pas du tout dans un marché stabilisé, on est dans un marché où... Et il n'y a pas de modèle économique. Alors quand même, pour donner quelques exemples, je pense intéressant, vous pensiez montrer dans les applis numériques, pour avancer, le Tulé. Ouais. On peut montrer le Tulé, mais parce que tout le monde le connaît, donc c'est amusant de le revoir. Tulé avait lancé, Hervé Tulé avait lancé son fameux livre qui jouait précisément avec l'interactivité, mais de façon ludique, avec le déplacement sur le support papier des pratiques de l'interactivité, des applis. Hein. On était vraiment là, et c'était ce qui faisait le charme de son livre, assez génial. Bon, ça ne rend pas très bien parce que ça ne passe pas du tout sur cet ordinateur, mais c'est même l'intérêt de ce livre, justement, de précisément échapper. Enfin, on ne peut pas le restituer autrement qu'en le liant entre les mains, ça perd tout son intérêt. Et puis, évidemment, il l'a adapté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a appelé l'adaptation un jeu, en montrant bien l'écart, le décalage. Il faut savoir que dans beaucoup de pays étrangers où il a été traduit, ça s'appelle... il y a le même titre que le livre avec marqué l'appli en dessous, enfin avec indiqué l'appli. Donc, autrement dit, le jeu de décalage entre un livre et un jeu ne se retrouve pas dans tous les pays et ça montre bien le processus d'adaptation. Et moi, je pense que c'est tout à fait intéressant la position d'Hervé Tulé. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, mais je ne sais pas si ça va marcher, puisque ça ne marche pas. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est que en changeant le nom, Hervé Tulé montre bien qu'adapter un livre voilà, ça marche pas. Bon, un univers de numérique augmenté, je ne sais pas pourquoi, mais c'est terrible. Bon, de toute façon, je suis sûr que vous connaissez, donc on ne va pas le regarder. Voilà. Adapter un livre sur un autre support, avec d'autres technologies, avec de l'animation, avec du son, avec de l'interactivité, c'est de fait basculer dans une logique de livre, dans une communication avec un émetteur et un récepteur, et le récepteur qui peut manipuler le livre, mais qui reste extrêmement limité par le livre, à une logique qui est une logique d'interactivité, où en fait, en effet, la question du livre vient à se poser. Et ça, je pense que c'est fondamental de le comprendre, parce que désormais, en basculant sur d'autres supports, eh bien, on va probablement changer de relation à ces objets livres, ou plus livres. Alors les applis, la différence avec les livres numériques, c'est essentiellement une différence technique, hein, c'est une différence de codage. On n'est plus dans des logiciels contraints, donc on est un peu plus libre avec le développement des applis. On peut un peu plus faire ce qu'on veut, hein, faire construire son appli. C'est peu développé encore dans l'édition pro jeunesse, hein, justement il y a encore des expérimentations personnelles, mais dans l'édition il y a
peu près que Gallimard Jeunesse qui se soit vraiment lancé dans une politique d'édition un peu systématique d'appli. Donc ils en ont déjà plusieurs dizaines. On a beaucoup de contes. On a tous les contes classiques. Ça, c'est les contes, les fables, etc. C'est bien pratique parce que c'est complètement libre de droit. Donc, on a un vrai réservoir potentiel d'histoire à exploiter. Et puis, pour rejoindre ce qu'on disait sur les documentaires, toutes les découvertes juniors. Ces petits livres carrés avec des papiers calques sont assez systématiquement actuellement déclinés sous forme d'appli numérique. Donc, logique d'adaptation qui reprend, en le retravaillant d'une autre façon, quelque chose qui existe déjà dans les livres de départ, qui est les effets de calque, de superposition, le travail des pages qui se modifient lorsqu'on déplace le calque. Alors avec l'exemple qui vient, donc l'Herbier des Fées, qui est considéré comme un des albums numériques augmentés les plus réussis, une des tentatives qui a réuni le plus une critique assez consensuelle, même si, même dans ce cas, on a pu reprocher aux médias, à la tablette, sa limitation. Enfin, voilà, que le livre était un peu coincé, finalement, paradoxalement, dans la tablette, alors qu'on en attendait une augmentation. On pouvait aussi avoir l'impression inverse d'une restriction des possibilités de ce livre qui lui-même était très beau, qui était très grand, qui était très précis. Donc ça, c'était censé être une vidéo, mais la vidéo n'a jamais marché. Donc c'est Benjamin Lacombe qui a fait l'Herbier des Fées. Donc quasiment en simultané, donc dans une logique cross-média assez typique, il a sorti le très bel album et l'album numérique augmenté avec Sébastien Pérez. Et donc à partir de cet exemple de Benjamin Lacombe, on peut glisser de l'album numérique augmenté pour... Donc, augmenté pourquoi? C'est l'histoire d'un botaniste russe qui part en forêt de Brocéliande et qui découvre un peuple minuscule de fées. Devient-il fou ou pas? Il y a une incertitude qui plane là-dessus, tandis qu'il écrit à sa famille restée en Russie et que tout a un aspect documentaire sur la Révolution russe s'y ajoute. Et donc, dans la version augmentée, on va avoir accès à des petits films qui sont faits comme à l'époque, comme au tout début du cinéma. On va pouvoir avoir des animations de certaines des créatures. On va pouvoir voir le personnage qui rêve et les fées qui apparaissent autour de lui. Donc, sont-elles une émanation de son esprit enfin, voilà, on a des effets d'animation réussis autour de cette même histoire. Donc, Benjamin Lacombe, c'est un des exemples français de réussite à partir d'un travail d'auteur-illustrateur, un développement multimédiatique, transmédiatique, lui et ses camarades, parce qu'à partir du moment où on parle de transmédia, de cross-média, on arrive forcément dans des dynamiques d'équipe, d'écriture collaborative, de collaboration entre artistes, à moins d'être très polyvalents, ce qui est leur cas à tous. C'est vraiment aussi une culture de ce qu'on appelle les slashers, où on est non seulement auteur, illustrateur, mais slash compositeur, slash codeur, etc. Donc très souvent, c'est des gens qui ont de multiples compétences qui se lancent là-dedans. Donc il avait fait des albums CD, multimédia, dont on a parlé dès le départ, avec Olivia Ruiz, avec la chanteuse Olivia Ruiz, qui elle-même, donc avec Olivia Ruiz et Mathias Malzieu et Nicoletta Ceccioli. Donc Ruiz et Malzieu sont tous deux
chanteur au départ, Malzieu était le chanteur de Dionysos. Il collabore sur le film d'animation chanté Jack et la mécanique du cœur, donc production Luc Besson. Malzieu est au départ donc romancier et adulte et jeunesse, et son illustratrice, c'est une certaine Nicoletta Ceccioli. Donc ici, c'est une image de l'album jeunesse inspiré du film. Donc il y a un roman de Mathias Malzieu, il y a un film qui se voulait un gros blockbuster, qui n'a pas marché tant que ça, qui est un film chanté, donc accompagné au départ par un album de Dionysos, puis après la sortie par, bien sûr, un album des chansons du film avec Olivia Ruiz, et un album jeunesse inspiré du film, donc illustré par Nicoletta Ceccioli, qui avait inspiré l'univers graphique du film animé. Donc là, juste en fait, on est bien dans l'idée de passer du multimédia au transmédia, c'est-à-dire que c'est comme si l'espace de la tablette était insuffisant et on a besoin de sortir de cet espace-là et d'aller vers d'autres espaces médiatiques, finalement. Oui, de la tablette ou même pas. Au départ, on était dans un livre et un CD, et puis progressivement, on voit que de plus en plus de médias sont concernés. Alors, on retrouve Benjamin Lacombe parce que, d'abord, les illustrations de Nicoletta Ceccioli sont très proches de celles de Lacombe. C'est vraiment le même type de visuel avec ces personnages entre Tim Burton et le manga, avec des très gros yeux. Moi, j'aime pas du tout, mais bon, après, c'est personnel. Et donc, Lacombe a d'ailleurs illustré l'édition anglaise de Jack et la mécanique du cœur. Et donc, je voulais en arriver, ces auteurs-illustrateurs-là, ils développent leur univers, parce que vraiment, c'est en termes d'univers que ça se pense désormais, puisqu'on est dans un développement transmédia. Eux, mais aussi d'autres, comme là, il y a aussi des choses de Sophie de la Villefromois, donc sont déclinés sous forme de produits dérivés, des cartes postales, des carnets, des trousses. Pour Benjamin Lacombe, chez École Française, on a un nombre de produits de décoration absolument impressionnant. Donc, on arrive à une logique de produits dérivés qu'on associe spontanément aux grosses franchises américaines, mais dont on constate que, en fait, ils existent aussi, peut-être de manière moins immédiatement visible, dans l'univers des créateurs français qui partait pas forcément de grand-chose. Et donc là, voilà une transition sans transition. J'en profite pour faire une transition. Avant Star Wars, je pense que tu as prononcé le mot franchise. Voilà. Et ça me semble très important de dire justement, à partir du moment où tu es dans le transmédiatique, tu es dans quelque chose de lourd économiquement aussi, et d'expliquer vraiment ce que c'est que ces franchises-là dans le transmédia. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le lien avec Star Wars n'est pas absurde, parce que peut-être vous le savez, l'origine du succès de Star Wars tient aux difficultés qu'avait connues George Lucas avec ses producteurs, et il avait accepté de se recentrer sur les produits dérivés. C'est-à-dire qu'il avait décidé de renoncer à une partie des droits sur le film en échange de droits plus importants, plus avantageux sur les produits dérivés. Et en fait, la franchise était quelque chose qui était une chose extrêmement puissante au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et même dans l'entre-deux-guerres, et puis qui avait décliné rapidement. Ça ne marchait plus très bien depuis les grands cow-boys ou Buck Rogers ou des personnages comme ça qui avaient donné lieu à des systèmes de franchise. La franchise, donc, c'est un univers de fiction, un personnage, une marque, quelle qu'elle soit. Vous pouvez avoir une franchise Coca-Cola. Coca-Cola peut être franchisée, donner lieu à des serviettes, etc. La franchise, donc, c'est une marque qui peut être déclinée sur des supports CD ou loués, voilà, à d'autres fabricants, d'autres producteurs. C'est ça la franchise. Aujourd'hui, depuis Star Wars, la logique de franchise intervient dans toutes les mécaniques de grosses productions industrielles. Il y a eu... C'est des cessions de droits. Voilà. Il y a eu deux logiques de franchise
qui ont dominé encore aujourd'hui, celle du cross-média, dans laquelle on franchise le personnage, des éléments du décor, etc., sans ajouter grand-chose, et puis des franchises dans lesquelles on autorise les auteurs, d'autres créateurs, à produire de nouveaux récits, de nouvelles productions, en contrôlant plus ou moins, selon les cas, ce que les autres auteurs, les auteurs secondaires, peuvent faire. C'est dans ce cas qu'on bascule vers le transmédia. Bon, le cas de Star Wars, je vous le donne rapidement, hein. Vous avez les films, vous avez les adaptations maintenant en séries télévisées, en jeux vidéo, et en bande dessinée, en roman pour la jeunesse, en séries de romans pour la jeunesse. Or, les séries de romans pour la jeunesse évoquent des événements qui ne se produisent pas dans les films ou dans les séries télévisées. Vous avez des séries romanesques qui développent des univers qui ont été développés auparavant dans les jeux vidéo, mais pas dans les films, etc. Autrement dit, on a un système qui se retrouve ramifié avec une série d'intrigues secondaires, d'arcs narratifs secondaires qui se développent en parallèle et qui produisent en quelque sorte un univers. Et c'est pour ça, évidemment, que ce type d'univers développé de façon transmédia, ce type d'univers appartient davantage à la fantasy et à la science-fiction, c'est-à-dire au monde imaginaire, qui peuvent se prêter ainsi à une augmentation dans des espaces différents. Alors, pour revenir sur quelque chose de l'explicatif, c'est finalement par rapport à ces univers transmédia, soit on part d'un livre et on le décline en film, en jeu vidéo, etc., comme Harry Potter, soit on part d'un film, c'est la base, ça va être le film, et on va en créer des livres, des jeux vidéo. Enfin, est-ce que ça peut aussi être simultané? C'est-à-dire que, par exemple, on va décider de produire un produit transmédia qui pourrait être abordé à la fois par le livre, par le film, par le jeu vidéo, en même temps. Est-ce qu'il y a eu des cas de choses comme ça? Oui, alors on se rapproche de plus en plus d'une simultanéité. On part donc du cas Harry Potter qui a été vraiment décisif pour ce développement. Donc on ne voit pas grand-chose. L'idée, c'est de voir que les films enchaînent sur les livres. La décision d'adaptation a été prise forcément plus tôt, en amont, parce que ça prend longtemps de faire un film. Mais l'idée a été de réussir à synchroniser autant que faire se pouvait. Et donc, les films ont vraiment... Il y a eu un moment où ça a fonctionné ensemble, et puis après, les films ont pris le relais. Ce qui a pris le relais après les films, c'est Pottermore. Donc, ça, c'est un superbe exemple de livre enrichi. Mais bon, relativement peu accessible pour le commun des mortels, parce que ça s'appuie sur c'est Sony qui a développé cet énorme réseau social pour fans qu'est Pottermore, avec pour modèle économique, parce que les inscriptions sont gratuites, donc il n'y a pas de pub parce que c'est pour les enfants. Donc comment on peut payer ça en vendant les audiobooks et les e-books en exclusivité sur Pottermore. Et même comme ça, bon, c'est pas tout à fait rentable. Mais donc voilà, on voit un chapitre, et puis après on rentre dans le monde. C'est vraiment un livre enrichi, c'est-à-dire qu'on explore les marges on explore le décor, on se déplace dans le livre comme dans un jeu, en ramassant des bonbons, en gagnant des points qui vont aller à sa maison, et comme ça on gagne la coupe des 4 maisons. Donc voilà, on rejoue l'aventure dans le monde du livre. On fait un jeu dans le monde du livre. Donc ça, c'est Pottermore. Et puis, donc après les films aussi, tout un tas d'attractions touristiques. Mais bon, je passe. Ça, c'est l'idée que c'est une licence. C'est une trademark. Donc vous voyez bien qu'il y a les mêmes visuels, qui sont les visuels du film, Warner Bros. Universal, qui sont utilisés pour tous les développements donc, autour du film, tandis que Pottermore, c'est un développement autour du livre, et donc on n'a pas la même typo, par exemple, qui est trademarkée, c'est une autre licence. Donc là, on voit qu'un même univers transmédiatique va pouvoir se développer autour du livre d'une part, et autour du film d'autre part, avec pas les mêmes droits.
avec pas les mêmes... alors, il y a tout un tas de passages entre les deux. Rowling collabore complètement aux autres développements. Elle y est complètement associée, mais il y a vraiment deux branches de cet univers transmédia. Pourquoi je parlais de ça ? Oui, et c'est vraiment transmédia parce que, par exemple, un personnage comme Celestina Warbeck est apparu sur le site Pottermore. Rowling lui a inventé cet été une biographie, c'est un nouveau personnage, c'est un personnage secondaire, et puis elle a décidé de nous dire, alors cette chanteuse dont vous avez entendu parler, voilà sa vie, voilà ce qu'elle chante. Donc ça, c'était cet été sur Pottermore, un nouveau texte de Rowling, il n'y en a pas beaucoup, alors ça a fait événement. Et pourquoi l'a-t-elle fait ? En partie parce qu'au même moment, dans le parc d'Orlando, une nouvelle extension était ouverte, Diagon Alley, donc le chemin de traverse, où tous les jours on peut écouter chanter donc Celestina Warbeck and the Banshees, un concert live. Et là, vous avez le post du blog sur Pottermore qui établit le lien, qui dit Did you know that a guest visiting the Wizarding World of Harry Potter, donc qui donne ce qui était sur le site comme un taster, un avant-goût du concert qu'on peut écouter dans le parc d'attractions si on a la chance de s'y rendre. Oui, simultané. Un mot quand même. C'était la question de la simultanéité, tu vois, j'y reviens. Oui. Une remarque précisément à propos de ces circulations. Il faut comprendre que si les producteurs exploitent tous les médias en même temps, les jeux vidéo, les films, les livres, etc. Ils le font pour des raisons qui sont aussi des raisons de rythme de production et d'occupation du terrain médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour qu'une œuvre gagne de l'argent, il fallait qu'elle soit déclinée, non pas parce qu'en proposant beaucoup de choses, on gagnait beaucoup plus d'argent, mais parce que les œuvres successives sur les médias différents servaient de publicité les unes aux autres. Et donc c'est un système qui est un système profondément lié à une dynamique de production qui est une dynamique de production marketing. Une des conséquences majeures de ça, c'est qu'il y a un déplacement de l'octorialité, de la figure de l'auteur, du créateur d'un livre, du créateur d'un film, etc., à d'autres personnes qui ne se situent pas à ce niveau, qui sont les gestionnaires de la licence, ou alors les responsables du marketing. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que ça signifie que l'unité de l'œuvre s'est déplacée dans un tout autre espace, un espace beaucoup plus au croisement de la création artistique et de l'industrie culturelle. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les choses sont appauvries, ça veut dire simplement que le paradigme de création a changé doublement, il s'est déplacé vers des problématiques industrielles de façon beaucoup plus nette, et d'autre part, il s'est déplacé, disons, du texte, de l'œuvre, à, en quelque sorte, son concept. Ce qui fait l'unité d'une œuvre transmédia, c'est le concept, et non pas chacune des œuvres. Donc, par exemple, là, je pense à l'exemple de Arthur et les Minimoys, qui serait quand même le plus, voilà, où le créateur, producteur a l'identité, enfin, s'approprie l'identité vraiment de l'œuvre transmédiatique. Et puis, donc là, on le rejoint aussi par l'idée de simultanéité. Donc, dans Harry Potter, j'ai montré quelque chose qui était relativement successif, hein, les livres, puis les films, puis les développements transmédia, qui se relayent pour occuper l'espace médiatique. Et du coup, c'est devenu une franchise, et c'est quelque chose qui marche toujours, alors que ça fait 15 ans, 20, ça fait bien 15 ans que c'est commencé. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est devenu pérenne comme ça. Arthur et les Minimoys, au contraire, ça n'a pas du tout été pérenne. Hein. Ça a été quelque chose de très très fort, mais de très bref. C'est-à-dire que déjà, les films 2 et 3 ne sont pas rentrés dans leurs frais. Le pic, c'est 2005-2006, c'est 2006, c'est Noël 2006, où là, on a une saturation complète de l'espace médiatique, des produits dérivés partout, des pubs à la BNP, enfin, vraiment une synergie commerciale maximale,
qui a peut-être produit un effet d'écœurement, hein, ou voilà, qui a entraîné un désintérêt pour la suite, mais c'est retombé, quoi. Et donc là, effectivement, c'est vraiment un produit de producteur, même si Luc Besson tentait de se présenter à l'occasion comme un auteur, un romancier, voilà, quelqu'un qui allait explorer son univers d'enfant, qui avait toujours aimé cette histoire, enfin, qui avait toujours rêvé de faire cette histoire. Bon, on peut le croire aussi, hein, mais en tout cas, c'était l'aboutissement, hein, enfin, c'est un des sommets d'une logique de franchise commerciale en France. Une remarque, on voit bien la difficulté à distinguer entre cross-média et transmédia avec ce type de production. Arthur et les Minimoys, c'est d'abord un roman qui est adapté à l'identique en film. Donc on est dans une logique de cross-média. Mais très rapidement, il est décliné en jeu, en jeux vidéo, en produits dérivés, etc. Et on bascule vers une logique de transmédia dans laquelle on va produire des embryons de nouvelles intrigues, des embryons de nouveaux récits. Et en réalité, on voit bien qu'en se développant, le cross-média glisse toujours vers le transmédia. Et ça, c'est un élément fondamental. On le donne à manipuler aux consommateurs, hein, avec les figurines. Et ça, c'est un aspect sur lequel on reviendra, parce que l'appropriation par le consommateur, c'est un aspect important du transmédia. On laisse l'histoire à disposition, hein, du consommateur. Le deuxième point qui me paraît important aussi bien pour Arthur que pour Harry Potter, on voit bien que quand il y a une montée en puissance d'une logique de production transmédia, ce sont généralement les grosses productions, les gros médias, si vous voulez, qui l'emportent sur les autres. Ce qui est décliné dans Harry Potter, ça a été massivement, même s'il y a eu aussi, les romans ont aussi été déclinés, ce qui a été massivement décliné, ce sont les films. Arthur et les Minimoys, Luc Besson savait très bien que dans le fond, le moteur de son produit, des produits dérivés, ça serait les films, même s'il a fait avant les livres. Et il faut bien comprendre qu'en réalité, le livre, dans ces logiques transmédia, c'est très difficile pour lui de ne pas être marginalisé dans un espace transmédiatique. D'ailleurs, donc, pour rebondir, donc, deux choses. D'abord, effectivement, souvent une sortie de film va faire augmenter le nombre de ventes de livres. Hein. Ça marche quand même comme ça. Et autre chose, donc, par rapport à ce que vous disiez, quand il y a des sorties de livres qui essayent d'être un événement ou un produit aussi transmédiatique, mais sans que ça aille vers du cinéma. Donc je pensais par exemple à Cathy's Book ou à BZRK, où justement on est sur une porte d'entrée. Le livre est aussi une porte d'entrée directe vers un univers transmédia, mais ça ne devient pas quelque chose forcément d'énorme. Ouais. On va revenir là plus au livre, hein, donc avec un certain nombre d'exemples de livres qui ont des développements numériques. En fait, il faut comprendre que dans le transmédia, très souvent, dans la logique, vous avez des œuvres centrales et des œuvres secondaires. Toutes les œuvres ne sont pas au même niveau. Certaines œuvres servent simplement... Sinon, c'est du média mix, vous vous rappelez le début. Hein. Le cas de Cathy's Book est tout à fait significatif de ça. On est vraiment face à un projet transmédia d'origine, puisque l'œuvre, le livre, vous le savez, hein, vous connaissez certainement ce livre qui a connu un grand succès, hein, un succès... ça a été une grosse réussite. Donc le livre est décliné en toute une série d'objets à l'intérieur du livre, mais propose aussi sur la couverture, alors là j'ai pris l'édition américaine ou anglaise, je ne sais pas, donc vous avez un numéro de téléphone en anglais, mais dans l'édition française vous avez un numéro de téléphone, donc ils ouvrent une ligne téléphonique, ils montent un site internet que j'ai reproduit là, voilà, avec des choses qui sont animées, des choses qui se passent, etc. Et donc, ils mettent des indices que les lecteurs sont invités à trouver. Donc, le livre n'existe pas fermé sur lui-même, mais il est bien lié à une dynamique transmédia de circulation entre des supports différents. Donc cet exemple nous paraît intéressant à deux titres. D'abord parce qu'il montre qu'on peut faire un projet transmédia de dimension beaucoup plus modeste que celui de Star Wars, ce qui est plutôt rassurant. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'en réalité, le transmédia peut obéir finalement à un périmètre relativement court et relativement synthétique, au sens où une unité de signification peut être produite de façon économique avec un site internet, quelques petites vidéos, le parasitisme de quelques autres sites, éventuellement un ou deux événements organisés pour créer ce qu'on appelle les alternate reality games, c'est-à-dire des événements dans la ville qui permettent de faire exister un petit peu ça.
avec quelques éléments, on peut produire un objet transmédia relativement riche et une expérience transmédia. À taille humaine et à partir d'un livre. Là-dessus, se développe énormément de stratégies de lancement sur des livres. Hein. Les gros lancements de livres développent aujourd'hui des stratégies promotionnelles qui font appel à des développements numériques au moins multimédia et souvent transmédia. Alors ça va du bonus numérique qui est à peu près aujourd'hui dans n'importe quel livre derrière, hein, n'importe quel roman ado, vous avez allé sur le site pour avoir votre bonus numérique. Alors souvent, quand on va sur le site, ça se limite à une interview de l'auteur ou à une vidéo de présentation du livre. Donc ça peut être vraiment très limité. Et bon, c'est presque plus du bonus numérique, c'est juste de l'accompagnement publicitaire. Hein. Pour les gros lancements, comme par exemple Berserk de Michael Grant, il y a eu alors mise en place d'un site très développé, avec notamment mise à disposition d'un grand nombre de comics d'une qualité assez médiocre. Et puis surtout, ce sur quoi ils ont mis l'accent, parce que c'était assez nouveau, une appli, hein, une app, ils l'appelaient, qui permettait donc, c'est un jeu, hein, qui permettait de se mettre nous-mêmes aux commandes d'un bot, hein, puisque c'était le principe du roman, donc développement d'un mini-jeu associé à un livre. C'est important parce qu'on se dit le jeu, c'est complètement inaccessible quand on fait un livre, c'est un autre monde, c'est une dynamique industrielle énorme, ça coûte beaucoup d'argent, ça met des années à développer, etc. Une petite appli comme ça, ça n'est pas le cas. C'est effectivement facilement développable et associable à un projet quand là, il y avait une véritable synergie avec l'intrigue du roman, hein, qui présentait donc des jeunes gens qui se mettaient aux commandes de robots nano, je sais pas quoi, qui rentraient, qui rampaient sur le corps. Hein. Et donc voilà, c'était ça qu'on avait. En fait, donc c'est l'éditeur qui a cette démarche-là. Est-ce qu'il peut arriver aussi qu'un auteur décide de faire, lui, et justement aussi à taille humaine et à son petit niveau d'auteur, une application transmédiatique à partir de son livre? Avant d'en venir à cet exemple, je veux quand même dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les éditeurs pratiquent couramment, mettent couramment des dispositifs transmédia en place. Le transmédia est devenu vraiment une pratique marketing, parce qu'il s'agit de marketing dans ces cas-là, extrêmement courante, avec un apport qui est assez faible, mais une séduction des nouvelles technologies. N'importe quel auteur peut faire son blog, sa page internet, proposer des contenus additionnels. Si je reviens à Benjamin Lacombe, c'est en partie comme ça qu'il s'est fait connaître, hein, en étant très présent dans tous les types de réseaux sociaux, en postant les étapes intermédiaires de son travail, en informant sur ses projets, etc. C'est un premier niveau que vraiment les auteurs peuvent faire relativement. Enfin, aujourd'hui, faire un site, enfin, il y a des sites accessibles à peu près gratuitement. Les blogs, maintenant il faut trouver des blogs sans pub, mais ça se complique. Mais ensuite, développer une appli, ça dépend si vous savez coder, si vous avez un ami codeur, ou voilà, évidemment ça demande une petite compétence technique tout de même. Avoir l'idée et puis avoir la possibilité de le développer techniquement, ça ne revient pas forcément cher, mais si ça ne doit pas reposer sur vous, quoi. C'est vrai que c'est pas aux auteurs de payer pour ça, sauf s'ils ont, eux, une idée de collaboration avec une équipe technique, ou voilà, juste une collaboration. Donc l'exemple des Blue Cerises de Cécile Romiguer, ouais, qui est présente aujourd'hui en plus. Tu pourras nous en parler tout à l'heure. Donc voilà l'exemple justement de quelqu'un qui a... Là, on est typiquement dans un exemple d'une série de livres qui a tiré parti de la possibilité de se développer également dans les médias numériques, sur Internet en particulier, en créant des pages
des pages de personnel des différents protagonistes, ce qui est une façon de personnaliser, mais aussi de favoriser, avec des forums également, l'échange avec les lecteurs. On voit bien dans ce cas-là qu'on est dans une perspective très différente de la perspective de la communication marketing. On est vraiment face à la construction d'une psychologie qui passe par des modes d'expression qui sont les modes d'expression des jeunes lecteurs ou lectrices de ce type de texte. Et on est vraiment dans un approfondissement du livre. On est dans un livre augmenté qui est aussi un produit transmédia, dans ce cas, de façon tout à fait manifeste. Plus l'écriture collaborative, puisqu'il y avait 4 auteurs chargés des 4 personnages. Et bon, ça, c'est aussi un aspect intéressant de la création transmédia. Je parlais, c'est forcément toujours un travail d'équipe, quasiment, sauf avoir des compétences multiples. Et notamment, ça peut impliquer, pour construire un univers, de s'y mettre à plusieurs. Ça peut être plus simple de procéder comme ça. Donc, à la fois une création, une écriture collective, et ensuite une ouverture sur une volonté de permettre d'approfondir des personnages à travers un éventail de médias, donc blog, Twitter, Deezer, donner accès aux personnages à travers sa présence numérique. Voilà. Si ce personnage était un ado d'aujourd'hui, il aurait sa page Facebook, il aurait les comptes Twitter de personnages, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très facile à faire et qui se développe et qui est intéressant. Toutes les séries télé chaque personnage de série télé américaine a son compte Twitter. C'est très facile à faire et à glisser dans une page de garde, dans une page finale, etc., l'adresse Twitter du personnage. Ça va lui permettre de continuer à mener une espèce de vie à travers les traces numériques qu'il laisse de son existence. Et donc, ça va permettre, comme c'était le cas pour Blue Series, de proposer, d'explorer ses goûts, par exemple, ses goûts musicaux, ses goûts culturels, renvoyer à des films, la version e-pub, la version e-plume du livre, enrichissait également très nettement le contenu dans cette voie-là, c'est-à-dire en donnant plus directement que dans les livres où il était question de la consommation culturelle de ces jeunes gens, accès à cette consommation culturelle à travers un certain nombre de liens et d'informations. Alors, si vous êtes d'accord, je pense que, comme on a quand même aussi beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs dans la salle, on pourrait maintenant s'interroger un peu sur les conséquences narratives de ces objets et de ces produits qui vont vers du transmédia. En quoi ça change la façon de raconter les histoires ou la façon de s'approprier un univers? Alors, des conséquences narratives, on peut en voir un certain nombre. Qu'on peut historiciser également d'ailleurs. La principale conséquence, quand vous avez une œuvre qui est déclinée dans des médias différents sans nécessairement construire un seul axe narratif, une seule histoire qui serait continuée d'un endroit à l'autre, mais avec un système d'étoilement, des récits qui se répondent, mais pas avec véritablement une unité. Qu'est-ce qui se produit? La notion de narration est affaiblie au profit de la notion de monde. C'est logique, puisqu'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus nécessairement de succession entre les différents récits, donc ce qui reste, c'est l'unité d'un monde. Ce qui peut rester également, c'est l'unité des personnages qui vivent dans ce monde, les héros. Dans les deux cas, monde et personnages, dans les grandes productions transmédia, deviennent, en un sens, des marques qui sont déclinées en gamme de produits. Ça, c'est la logique industrielle. Mais dans le fond, la logique artisanale, disons, du transmédia, repose sur un principe qui n'est pas si éloigné. Dans le fond, que fait le créateur de transmédia, qu'il soit industriel ou artisan? Ce qu'il fait, c'est qu'il saisit son œuvre non plus comme un récit, un endroit qui existerait dans un texte ou dans une œuvre, mais comme quelque chose qu'on appelle dans le jargon universitaire un architexte, c'est-à-dire
une encyclopédie abstraite qui comporte tous les éléments qui pourront être déclinés en une infinité de récits, de films, de produits dérivés, etc. Dans le fond, si on reconnaît, je ne sais pas moi, Superman dans tous les films, tous les livres, etc., c'est parce qu'il est codé à travers une encyclopédie qui ne se limite pas à ça. Et c'est la même chose pour les univers de fiction, etc. Ça, c'est le premier point, le glissement du texte ou de la série de textes à ce que Jenkins décrivait comme un monde, mais qui correspond plutôt à une encyclopédie théorique. Le deuxième point, c'est une tendance précisément, alors là qui est très marquée dans le domaine de l'industrie culturelle, à construire ces personnages du même coup comme précisément des marques, c'est-à-dire à les décliner en objets qui peuvent être déposables comme des marques. Il faut savoir que dans la culture, dans l'industrie culturelle américaine, on a glissé d'une logique du copyright à une logique du trademark, c'est-à-dire de la marque déposée. Le copyright protège une histoire, le trademark protège des traits caractéristiques. Ça peut être le logo, vous avez vu Harry Potter tout à l'heure, il était pareil partout, parce qu'il est déposé. Ça peut être le nom du personnage, ça peut être ses caractéristiques. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Dans le jouet G.I. Joe, si G.I. Joe a une cicatrice sur la joue, c'est qu'on peut déposer la cicatrice. Elle est déposée, la cicatrice de G.I. Joe. Donc on ne peut pas refaire le visage de G.I. Joe. Et en fait, pourquoi est-ce que les super-héros ont des costumes de super-héros, des noms de super-héros et des pouvoirs de super-héros? Parce qu'on peut déposer tout ça. Et ça, c'est vraiment des éléments importants parce qu'aujourd'hui, on dépose les personnages. Or, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on conçoit les univers non plus comme des récits, mais comme une série d'éléments, et une série d'éléments fétichisés, en quelque sorte, qui sont devenus très importants, sur lesquels se concentrera l'attention du consommateur, l'attention du lecteur, l'attention de l'acheteur de produits dérivés, qui voudra retrouver ces éléments, mais qui voudra aussi les employer pour produire lui-même du récit. Pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Star Wars. Pourquoi est-ce que Star Wars, l'univers monde par excellence, le récit monde, Star Wars, c'est un univers avec des planètes, avec des intrigues, avec une histoire, etc. Pourquoi est-ce que Star Wars a été décliné en Lego? Parce que quand vous constituez un univers monde, vous constituez une encyclopédie, c'est-à-dire une série d'éléments fétichisés qui peuvent être décomposés et recomposés librement comme des briques de Lego. Et à mon avis, c'est vraiment tout à fait significatif. Oui, c'est une très bonne image, la brique de Lego. Et effectivement, Lego maintenant se saisit de tout un tas d'univers franchisés pour faire Lego, Indiana Jones. Et donc, on voit bien cette logique des briques. Donc, ça veut dire que la narration est fragmentée. Elle n'est plus, elle va plus d'un point A à un point B. On le voyait sur les Blue Series, c'est-à-dire il y a 4 personnages, il y a 4 façon de raconter l'histoire, et puis ces histoires aussi se déclinent en biographie des personnages, etc. Donc il y a un effet de fragmentation du récit qu'il va falloir répartir il va falloir penser à la répartition de la matière narrative. Comment est-ce que mon histoire, je vais pouvoir la raconter, la faire passer, si tant est que vous ayez toujours une histoire à raconter, mais j'espère pour vous. Donc, comment est-ce que l'histoire que je veux raconter, je vais la faire passer à travers ces différents supports? Je vais réussir à la raconter en la fragmentant. Et par ailleurs, il y a une logique aussi, donc, qui est celle de l'architecte, qui est celle du monde, qui est une logique au contraire très unificatrice. Par exemple, les auteurs de fantasy, qui sont ma spécialité, travaillent vraiment très souvent comme ça, selon une logique qui est celle du world building. On appelle ça la construction de monde. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent d'abord en créant leur monde, ils ont une vague idée de ce qu'ils vont raconter dedans, mais essentiellement, la phase de travail préparatoire, qui est longue et importante, consiste à se documenter d'abord pour un certain nombre de points de cohérence, et puis vraiment se constituer une espèce d'encyclopédie de leur monde qu'ils n'utiliseront pas en tant que tel, mais voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme carte, lexique, chronologie, événements successifs qui se sont produits dans le monde, type de créatures qui peuvent y vivre, etc. Donc autant de choses qui ensuite
si ça se produit, seront susceptibles d'être développés de manière transmédiatique. Mais non pas forcément à l'être, mais donc la création en fantasy se fait énormément comme ça, ce qui explique qu'ensuite on puisse reprendre le monde et y développer, par exemple, une suite ou un prequel ou un spin-off. Donc voilà, le monde reste disponible pour la création suivante. Et vous constatez là qu'avec Star Wars, vous avez des encyclopédies. Il y a énormément de productions de ce qu'on appelle des ouvrages compagnons, qui sont des ouvrages pseudo-documentaires au sujet des mondes de fiction, des univers transmédiatiques. Les guides de tel ou tel monde, les encyclopédies de tel ou tel monde. Voilà un autre type de produit dérivé qui est un produit livresque, donc qui existe aussi sous forme numérique avec les wikis. Tout univers qui marche voit son wiki développé, mais donc qui relève cette fois de cette logique d'unification par le monde. Fragmentation du récit, unification par le monde. Juste pour cette idée d'encyclopédie, qu'est-ce que c'est par rapport à un roman, une encyclopédie? C'est une sorte de roman dont on aurait démonté l'ensemble des mécanismes pour les poser côte à côte. C'est ça, finalement, une encyclopédie. Vous avez les personnages, vous avez leurs caractéristiques, vous avez les planètes, les vaisseaux, etc., qui vont être présentés, juxtaposés. Mais quel est l'intérêt d'une encyclopédie? Pourquoi est-ce que ça séduit les consommateurs, aujourd'hui, les lecteurs, ces encyclopédies? Parce que quand vous avez un monde transmédia avec des déclinaisons partout, dans le fond, vous savez qu'il pourra toujours y en avoir davantage. Mais qui va pouvoir produire celle que vous aimez, sinon vous? Autrement dit, ce qui se passe dans les encyclopédies, c'est le glissement vers une sorte de boîte à outils ou de boîte de jeu narrative. Et c'est un élément fondamental, c'est ce qui explique par exemple le développement, mais on va y arriver, des fanfictions, etc. Mais c'est ce qui explique aussi le glissement qui se passe constamment aujourd'hui entre justement le récit, les films, les livres et les produits dérivés. Le produit dérivé est une façon, voilà, le jeu, le jouet, est une façon de s'approprier, de manipuler, de construire soi-même de nouveaux récits, y compris dans sa chambre, quand on est un enfant, etc. Et ça, c'est aussi une rupture fondamentale, c'est-à-dire que désormais, la fiction narrative et la fiction ludique interagissent en permanence et on voit que ce qui était conçu comme deux espaces différents des pratiques culturelles sont en train de se mêler aujourd'hui. Donc c'est justement ce que j'allais dire. C'est donc effectivement, donc avec le transmédia, on a un glissement de la fiction narrative vers la fiction ludique, ce qui a pour conséquence forcément de changer la conception même de ce que c'est qu'un lecteur, parce que le lecteur n'est pas seulement consommateur, dans son appropriation... Ouais, non, t'écoutes. Dans son appropriation de l'objet transmédiatique, il devient beaucoup plus actif. Non, je crois qu'ils sont en débat. On sait pas de quoi on va. Favori. Donc je disais qu'on pouvait passer peut-être au lecteur, qui effectivement est moins passif, parce qu'il joue, parce qu'il s'approprie ce monde, parce qu'il peut le construire, le reconstruire, le changer. Et donc ça change quand même ce que c'est qu'un lecteur. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de stratégie marketing, de production par les auteurs, les éditeurs, etc. Mais il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que cette culture transmédia, elle dépend aussi des productions des consommateurs eux-mêmes, que ce soit les lecteurs ou les spectateurs, etc. Il y a un exemple qui est tout à fait frappant dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, que vous connaissez peut-être. En tout cas, vous connaissez certainement cette série, qui est une série qui est vraiment de la fantaisie pour la jeunesse, avec des chats qui se combattent les uns les autres, des clans de chats. Voilà, des clans de chats qui se combattent. Eh bien, il faut savoir que cette série de livres a donné lieu à une production largement spontanée de forums de jeunes lectrices, essentiellement, c'est essentiellement des jeunes lectrices qui participent à ces forums, qui sont des forums de récits, de fanfiction en un sens, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce sont des forums de jeux de rôle, de récits jeux de rôle. Je vois des gens faire oui de la tête, peut-être que vous y participez, je ne sais pas. Oui. Alors, ces récits, ce sont des récits dans lesquels... Alors, je vais vous montrer un exemple. Vous avez comme ça des pages avec du texte. Chaque participant à ces forums, donc ce sont des enfants, est un chat. Il a un nom de chat, une personnalité de chat, une vie de chat, etc. Et il raconte sa vie sous forme de récit.
Donc, sa vie de chat. Voilà, sa vie de chat, bien sûr. Soleil couchant, c'est le nom du chat, n'arrivait pas à dormir, elle se retournait dans tous les sens, etc. Donc, elle raconte, la jeune lectrice raconte sa vie de chat. Et immédiatement après, vous avez un poste suivant d'un autre chat, donc, qui prolonge l'histoire du point de vue de son autre chat. Donc, qui dit, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, Lys Tigré, enfin, probablement pas, mais réveilla, soleil couchant, pour lui dire, etc. Autrement dit, on est face à une production spontanée de récits qui produit de l'enrichissement transmédiatique, de fait, une production qui nous montre bien la porosité dès lors qu'il y a appropriation entre le narratif et le ludique, puisque quand les gens interagissent, eh bien, l'interaction produit du ludique, puisque ça produit de l'improvisation, de la remise en cause, un échange de place entre l'auteur et le lecteur, entre le producteur et le récepteur. Et on voit bien, dans ces cas-là, ce que cela signifie de basculer dans le transmédia, y compris dans ce que ressentent les lecteurs, puisque ici, on n'est pas face à un projet marketing. Peut-être qu'à l'origine, ça en était un, mais ça a largement dépassé ce problème. Comme quoi, l'invention de nouvelles formes débouche sur un nouveau lectorat et un nouveau public. Pour moi, la mutation, le glissement du narratif, le mélange narratif-ludique est un changement de paradigme culturel majeur, un des plus importants qu'on ait eu depuis très très longtemps, ça c'est certain. Et effectivement, culture de la convergence, donc ce dont on parlait au départ, toutes ces volontés de complémentarité médiatique qui sont en partie marketing, est complètement inséparable de cette montée en puissance du consommateur actif et donc de culture de la convergence et culture de l'appropriation. Dès le départ, sont absolument liés. C'est-à-dire que le transmédia, le multimédia est une volonté d'exploiter et d'encourager et de contrôler. Et de contrôler des pratiques, des usages de la fiction en plein développement. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser, vous, auteurs, les potentiels du transmédia. Donc je prends l'exemple de Tara Duncan. Tara Duncan, donc on en pense ce qu'on en veut, mais c'est une véritable réussite en termes de constitution d'une communauté de fans. De constitution et de mobilisation permanente d'une communauté de fans, les Taradicts, qui sont vraiment très très largement à l'origine du succès désormais transmédiatique de cette série d'ouvrages, donc de fantasy un peu comique, désormais déclinée sous forme de séries télévisées, elles-mêmes novélisées. Donc on part du roman, on revient au roman, mais avec une espèce d'inversion de rapport de force, transformation au milieu. Et donc Sophie Audouin-Mamikonian a vraiment, dès le départ, très fortement encouragé l'appropriation de son univers, à une époque où on était encore un petit peu dans quelque chose dans une espèce de prudence, c'est-à-dire qu'il y avait au contraire un certain nombre d'auteurs qui étaient réticents. Et on peut comprendre que certains auteurs soient toujours réticents face à des appropriations à contrôler, parfois très mal écrites, parfois très mal rédigées. Pas toujours du tout, mais voilà, ça a pu faire choc parfois pornographique, par exemple. Voilà, avec des détournements très volontairement subversifs des personnages, dans le sens de la pornographie, dans le sens de l'ultraviolence. Bon, voilà, on prend l'histoire, on prend les personnages et on en fait ce qu'on en veut. Voilà, c'est un peu... c'est pas forcément agréable. Bon, elle a eu l'intelligence, ou elle a une personnalité assez un peu fofolle, très expansive, on la voit bien sur les festivals, et donc elle a complètement adopté cette communauté de fans et elle lui a fait une très large place, c'est-à-dire qu'elle lui a donné des gratifications en échange de son engagement. Dans les livres, à la fin des Tara Duncan, à chaque fois, il y a une dizaine de pages qui sont consacrées aux productions des fans, à remercier les fans, à reproduire des poèmes, le gagnant du concours des dessins de Tara Duncan, avec des catégories d'âge, etc. Et ça, c'est vraiment malin, c'est vraiment de sa part, parce que les fans sont souvent exclus des univers qu'ils aiment. Eux, ils s'y sentent bien, ils y développent leur propre production, avec très peu d'interaction et de possibilités d'effectivement peser ou avoir un échange réel avec l'œuvre qu'ils aiment. Et donc,
être proche de sa communauté de lecteurs, en commençant par les forums, par les festivals, par les séances de dédicaces, etc. Ça commence par du contact direct. C'est aussi quelque chose qui est une espèce de levier de succès. On a aussi pu le constater, je ne sais pas, sur les oxapologues qui ont accédé, là, pour le coup, à la publication grâce à la mobilisation d'une communauté de fans. Ce sont des phénomènes qui commencent à avoir un certain poids, y compris en France. C'est une chose qui s'est développée énormément dans les mangas japonais depuis très très longtemps, la relation avec le public, et je pense que c'est un des éléments qui est lié aussi à la logique de la série à personnages récurrents, qui crée une familiarité et qui permet une interaction, c'est-à-dire un rendez-vous régulier pour pouvoir justement échanger. Si on peut mettre les productions des fans dans Tara Duncan, c'est parce qu'il y a plusieurs volumes et que de volume en volume, la relation s'enrichit. Et alors, comme dernier exemple, j'avais autour de Hunger Games. Donc ça, c'est un exemple d'exploitation de l'univers pour fédérer la communauté de fans. Donc on rejoint un petit peu à la fois ce que je vous ai raconté sur le world building, le fait de construire un univers, la démarche marketing et donc associé au fait de mobiliser et d'intéresser et de proposer des choses à des lecteurs, spectateurs. En l'occurrence, c'était en attendant les adaptations. Donc, ont été proposées tout un tas d'extensions qui étaient vraiment mondaines. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elles exploitaient le monde de Hunger Games et pas du tout, pour le coup, ici, ni les personnages, ni l'histoire. C'était des propositions d'extension qui développaient le monde en tant que tel, avec notamment une extension à l'époque, c'est-à-dire au lieu d'avoir .fr, il y avait .pn, .panem. Donc une véritable identité numérique, existence du monde sur la toile. En fait, c'était les îles Pitcairn qui avaient vendu leur extension .pn, mais ça faisait un effet frappant, parce qu'on disait vraiment cet univers inventé existe, a une existence Internet. Et donc, ils avaient développé tout un tas de sites, par exemple Capital Couture, où alors ça a assez peu pris en France, aux États-Unis, ça a très très bien marché. Les fans étaient invités à se déguiser. Le déguisement aussi est un type d'investissement qui est très développé autour des univers fictionnels, notamment asiatiques. Mais donc les fans étaient invités à se déguiser dans le type de mode développé à Panem et notamment dans la ville du Capitole, et à se prendre en photo. Et donc il y avait des concours, des espèces de défilés Capitol Couture. Et il y a aussi eu Capitol TV, qui était un site où étaient regroupées toutes les vidéos donc postées par les fans et postées par la production à égalité, et avec un renouvellement constant. C'était un site qui n'existe plus, qui a été inactivé dès que le but a été atteint, c'est-à-dire amener la communauté de lecteurs jusqu'à l'adaptation cinématographique et la garder en état d'excitation maximale en lui ayant toujours proposé des choses. Donc voilà, un autre exemple d'une manière dont on peut... Cet exemple, il est très parlant parce que c'est un élément fondamental. Le développement de la culture de fan, qui est un développement majeur, ces appropriations, ces textes, etc., c'est à la fois un levier industriel, et donc c'est investi par le marketing, mais c'est investi également parce que ça permet de contrôler les productions, parce que c'est à la fois un levier et un risque. Or, produire des sites dans lesquels les fans sont invités à participer, etc., c'est aussi un moyen de le contrôler. Et donc on voit bien qu'en réalité, il y a une vraie négociation, un vrai rapport de force entre les lecteurs et les producteurs. Les lecteurs s'appropriant et trouvant ce qui les intéresse dans les œuvres, et les producteurs essayant de rapporter ce qui intéresse les lecteurs à ce qui, eux, les intéresse, à savoir, par exemple, dans ce cas, transformer un livre en film. Et on voit bien que c'est un travail assez compliqué, et c'est pour ça qu'on a un déplacement des figures d'auteurs vers d'autres figures de producteurs. Très bien. Alors écoutez, bravo, parce qu'il est 20h30, donc et je suis émerveillée par... En fait, on avait... C'est transmédiatique, là. Franchement, c'est... Donc, on s'était dit qu'on allait garder une demi-heure pour vos questions, parce que ça a été quand même très dense. Et j'imagine que vous avez un certain nombre de
quand même de questions, d'interrogations, de remarques, d'expériences personnelles à raconter. Donc ne fuyez pas. Hein. Sauf si vous y êtes vraiment obligé. Donc voilà, je pense que voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir aussi un petit débat à la fin, parce que 2 heures de conférence non-stop sur un sujet comme ça, c'était un petit peu long. Donc maintenant, Mathieu et Anne sont à l'écoute de vos questions. Est-ce qu'il y a un micro à faire tourner? Est-ce que... Je ne sais pas si je peux faire des choses. Voilà. Il arrive. Non, il arrive. On a échappé au problème technique jusqu'ici. Donc, c'est bon. Il y avait une question ici. Bonsoir. Est-ce que jeu vidéo veut nécessairement dire transmédia? Parce que c'est ce que vous avez sous-entendu pendant la... Non, le jeu vidéo est rapporté généralement au multimédia, même si maintenant, à l'origine, c'était rapporté au multimédia parce que on avait des modèles référentiels qui étaient les modèles du texte, de l'image, et comme on avait du texte et de l'image animée, on l'a immédiatement associé au multimédia. Maintenant, le jeu vidéo a ses propres codes, sa propre cohérence, et donc le jeu vidéo ne s'intègre pas nécessairement dans des logiques transmédia, non. En revanche, c'est vrai que le marketing des jeux vidéo met presque toujours aujourd'hui en branle des mécanismes transmédia, c'est-à-dire qu'ils créent des sites, ils font des films, etc. Et aussi, alors, quand on parle d'appropriation, de consommateurs actifs, etc., le modèle du joueur, le modèle du gamer, est très important pour ça et sans doute fondateur des évolutions des nouvelles pratiques. Parce que les éditeurs de jeux vidéo ont toujours eu besoin, les éditeurs et développeurs de jeux vidéo ont toujours eu besoin du retour de leurs usagers. Ne serait-ce que pour des tests, hein, parce qu'un produit, un jeu vidéo, il n'est jamais, il n'est pas fini avant d'avoir été testé. Et donc, non, mais il y a même toute une phase, voilà, de bêta-test où on a besoin que le jeu soit joué pour pouvoir être fini. Et les éditeurs et concepteurs de jeux ont toujours donc accueilli les retours des joueurs, qui eux-mêmes sont devenus des experts. Enfin, dès le départ, hein, il y a une très grande proximité entre joueurs et développeurs. La frontière entre consommation et création est faible, parce qu'elle repose sur le même type d'expertise. Donc très vite, les meilleurs joueurs conçoivent leur propre... Enfin, savent modifier le code source des jeux et donc peuvent rejoindre des équipes de conception, etc. Donc il y a vraiment des passages qui sont très faciles. Et donc c'est ce modèle-là qui tend à arriver à la littérature, même s'il ne s'y adapte. Alors là, pour le coup, il s'y adapte très mal, dans la mesure où la création littéraire est plus un travail solitaire, où la lecture est plus quelque chose de solitaire et de passif. Et donc, on a un petit peu de jeu entre ces univers différents. Il y a un autre élément dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo est difficilement strictement narratif, puisque l'interactivité contredit le principe de la narration. Vous ne pouvez pas produire une histoire continue et proposer quelque chose d'interactif. Le choix fait qu'on glisse, on a très vite glissé dans les jeux vidéo vers une logique de monde, précisément, parce que plus le monde est ouvert, plus vous avez de l'interactivité. Et donc vous voyez bien que la logique de monde, cette appréhension de la fiction ambiguë entre narration et fiction ludique, elle est massivement présente dans les jeux vidéo et elle a probablement influencé l'évolution des œuvres transmédia en parallèle. J'ai juste une dernière petite question rapidement. Vous avez dit pendant la conférence que le transmédia modifiait la façon dont on écrivait les histoires, notamment avec l'encyclopédie, etc. Mais justement, c'est pas forcément lié au transmédia. Je veux dire, à la base, le genre fantastique et le genre science-fiction, ce sont naturellement, même avant le transmédia, ce sont plutôt des univers qu'on va développer de manière assez... sémiologique, on va mettre des petits détails, etc., pour rendre le monde très riche. Donc ça m'a un peu frappé que vous disiez que c'était le transmédia qui avait influencé, alors que moi je pense que de façon naturelle, déjà le genre de la science-fiction amène à créer cette façon d'écrire et de développer l'univers. Les deux sont vrais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut penser aussi que l'apparition de formes
de type jeux vidéo ou jeux de rôle, avant les jeux vidéo qui fonctionnaient aussi comme des boîtes à outils narratives, a été favorisé par le développement des fictions de l'imaginaire, des genres de l'imaginaire. Ces genres de l'imaginaire, on considère qu'ils sont nés en fait à la fin du XIXe siècle. La constitution de monde serait née à la fin du XIXe siècle et de plus en plus en fait au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, et on considère que c'est probablement une tension entre l'héritage du merveilleux des contes et la nécessité de le ressaisir dans une perspective réaliste. Et donc, quand vous ressaisissez dans une perspective réaliste un monde merveilleux, eh ben vous le cartographiez, vous présentez ses populations, sa faune, sa flore, vous le présentez en termes réalistes, et d'un seul coup, vous finissez par faire un monde. Et donc, c'est une des thèses de ce développement sur le long terme. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le média, en réalité, accélère des mutations qui sont là, qui sont en germe depuis très longtemps dans l'histoire. Et en fait, on invente les médias probablement, enfin, on invente les usages des médias à partir de mutations qui sont déjà en germe culturellement. Autrement dit, ça n'est pas un hasard si tant des exemples qu'on vous a présentés ce soir sont des exemples issus des genres de l'imaginaire, science-fiction et fantasy, parce qu'il y a une unité évidente, une cohérence évidente entre le world building, le transmédia et effectivement des littératures non mimétiques. C'est transposable, comme on en a vu dans d'autres exemples, dans Cathy's Books, dans Blue Series, dans des univers réalistes, mais c'est moins évident. La synergie évidente, c'est celle-là. D'abord, je voulais vous remercier parce que c'est assez marrant d'être auteur. Je suis donc auteure et initiatrice de la collection des Blue Series. Bravo. Je ne savais pas du tout que vous alliez en parler. Et c'est très marrant de le voir de l'autre côté, en analyse, alors qu'on est nous dans le faire. Je voulais rebondir sur les jeux vidéo, parce que vous avez dit tout à l'heure que le livre augmenté, pour le moment, était balbutiant au niveau de la création, ce qui est vrai. Et par contre, le jeu vidéo ne l'est pas. Alors, vous dites qu'il y a au niveau je ne suis pas tout à fait d'accord sur la narration. Il peut y avoir de la narration tout à fait enrichie par effectivement le joueur dans les jeux vidéo. Enfin bon, il y a jeux vidéo et jeux vidéo, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Mais le modèle économique existe dans le jeu vidéo. Il existe, il est en transformation totale. Aujourd'hui, les joueurs payent pour faire développer des jeux, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de Ulule et autres trucs financiers. Voilà, des crowdfunding pour monter des projets à la demande des joueurs. Donc, et en même temps, il y a les gros éditeurs de jeux vidéo qui mettent un fric fou et qui mettent beaucoup plus d'argent sur des jeux vidéo que sur des films, par exemple. Alors aujourd'hui, l'économie du livre à côté, elle est tellement petite que quelque part, peut-être que pas le danger, parce que je suis je pense qu'il y a des tas de choses géniales qui vont se faire et des tas de choses nulles qui vont se faire comme tout le temps. Bon, c'est pas grave. Mais le danger, il est peut-être que le jeu vidéo prenne le pas complètement sur effectivement la narration plus pas linéaire, mais sur une narration qui tienne sur un vrai conflit et des choses comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez parlé de Lego et de pièces sur Star Wars, ce qui est vrai. Et en même temps, Star Wars, c'est un père et un fils. Enfin, je veux dire, là, la structure narrative, elle est brong. C'est le mythe, le truc. C'est solide, quoi, je veux dire. C'est aussi pour ça que ça marche. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a d'autres qui marchent moins, comme Arthur. Bon, enfin, non, mais c'est vrai. Je dirais, à un moment, il y a une force narrative qui entraîne le truc. Et c'est pareil dans les jeux vidéo qui fonctionnent et tout ça, ou les jeux de rôle, puisque il y a ça aussi qui se développe beaucoup. Et c'est marrant parce qu'être auteur aujourd'hui, il se trouve que je ne suis pas de cette génération-là. Je ne suis pas née ni avec les mangas ni avec les vidéos, avec les jeux vidéo. Mais je trouve ça génial et fabuleux de s'en préoccuper, d'être un peu dedans et de voir comment ça fonctionne, parce que ça enrichit les choses. Et quand on arrive à garder quand même une ligne d'auteur, parce qu'il y a ça aussi, en France, on est auteur avec un droit moral. Donc vous parliez de franchise, pour Benjamin Lacombe, c'est pas la même chose que pour les États-Unis, parce que Benjamin, il fait ses produits parce qu'il décide de les faire lui. Personne ne les dessine à sa place. C'est pour ça qu'on a fait la différence entre ce qui était... Oui, puis c'est pas la même, non plus la même grandeur. Industriel et artisanal. Voilà, c'est un bon artisan. Et ça, c'est très important. Mais quand tout ça peut s'amalgamer de façon positive, ça peut être génial. Enfin, je veux dire, il y a des trucs...
Bon, après, il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a les droits d'auteur qui font que, par exemple, dans les Blue Series, on n'a pas pu mettre des extraits de films, etc. Enfin, bon, toutes ces choses-là, vous ne l'avez pas abordé, mais c'est énorme pour nous, créateurs, parce que là, on se heurte sans arrêt des murs. Oui, alors il y a un aspect légal très important. Ce que vous disiez m'a fait... Alors, une des réussites économiques françaises dans ce monde-là, même si actuellement ils sont plutôt en difficulté, c'est la société qui s'appelle Ankama, qui part de... ils étaient 3 au départ, hein, et en banlieue de Douai, je crois. Ils sont à côté de Roubaix. Ils sont à côté de chez moi, à Arras. Hein. Et ils se sont développés jusqu'à avoir une cinquantaine de personnes, de très très beaux locaux. Et donc à partir d'un jeu vidéo, pas cher à produire, un jeu vidéo... en flash 2D. Et ensuite, ils ont développé... Alors, ils sont là actuellement dans une logique justement un peu de surdéveloppement et donc de difficultés, mais tous azimuts avec notamment beaucoup d'activités d'édition, d'édition de beaux livres, d'édition d'art, d'édition de très nombreux magazines qui ont enrichi narrativement un univers qui était au départ ludique et qui leur a permis de financer une partie de la création innovante et émergente en France, dans la fantasy et dans l'art contemporain ces 5 dernières années. Ce que vous disiez du jeu vidéo qui avait un modèle qui fonctionnait, etc., il y a plusieurs choses qu'il faut dire. La première, c'est qu'à l'origine, le jeu vidéo a très fortement, et encore une fois, été marqué par des modèles, pendant très longtemps, marqué par des modèles qui étaient des modèles issus d'autres médias. Le jeu d'aventure reposait sur un modèle extrêmement narratif, les films interactifs reposaient sur des modèles empruntés au cinéma, et l'émancipation du jeu vidéo, ça a été précisément ça a été un débat parmi les créateurs de jeux vidéo et les théoriciens du jeu vidéo entre ce qu'on a appelé les narratologues et les ludologues. Ouais. Et en fait, la question était de savoir est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est un récit. Et en fait, c'est un petit peu les deux. Mais d'un jeu à l'autre, ils font plutôt un choix, plutôt l'autre, mais il n'y a jamais aucun des deux. Enfin, il n'y a jamais un seul des deux. C'est une négociation constante. Et c'est à mon avis, quand vous dites est-ce que le jeu vidéo va l'emporter sur les autres formes, je pense qu'en tout cas, ce qui va se passer, enfin, on ne va pas faire les prophètes, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais on voit quand même un mouvement de fond sur le très long terme en réalité, sur 2 siècles peut-être, mais qui aujourd'hui explose littéralement, un mouvement profond de confusion du narratif et du ludique. Et donc, le livre, qui est une des formes les plus contraintes à l'origine, on sent qu'il a envie de faire sauter ces barrières d'une façon ou d'une autre. Voir aussi tous les romans pour ados qui prennent pour thème le jeu. Le jeu, les joueurs, voilà, il y a un corpus énorme. Je rebondis quand même juste par rapport à ce que disait Cécile, qui me semble important, c'est que quand même, malgré tout, les très très gros succès transmédiatiques, ça part d'histoires hyper construites et hyper narratives et qui suivent des règles de dramaturgie extrêmement précises, que ce soit Harry Potter, que ce soit Star Wars, etc., malgré tout quand même. Oui, enfin les super-héros, les Pokémon, Yu-Gi-Oh!, voilà. C'est des énormes franchises. Je dirais presque le contraire. Star Wars, en devenant une énorme franchise, a perdu cette histoire du père et du fils, puisqu'il y a 73 autres histoires qui circulent. Parce que ça, c'est le film, et c'est vrai qu'on est attaché au film, on pense d'abord au film, mais en fait, l'univers, ce qu'on appelle l'univers étendu, Star Wars déborde infiniment le film et l'oublie. Les Pokémon, pour moi, c'est vraiment représentatif de ça, du côté très ludique, ou le côté, voilà, parce qu'il y a une narration vraiment différente. Je suis pas d'accord, parce que dans les Pokémon, il y a quand même un truc d'évolution, justement, avec des personnages qui ont sur l'épaule ou à côté quelque chose qui les représente petit, qui va... Mais c'est un univers. Sur le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est super fort. Non, c'est très bien, mais le fait que les personnages se combattent et collectionnent les Pokémon, parce que les Pokémon sont commercialisés et se collectionnent dans la réalité, on voit bien que la dimension narrative des récits est construite par les jeux et pas le contraire en réalité. Pour les Pokémon, le fait que des personnages se combattent, parce que ce sont des jeux de cartes ou des jeux vidéo où des personnages se combattent, et qu'il faut collectionner les figurines parce que les figurines sont commercialisées, on voit bien que l'intrigue est une mise en intrigue de l'activité de consommation et de l'activité de jeu. Le ludique fait partie de l'intrigue, tu vois. Donc, c'est quand même basé sur quelque chose de fort et c'est vrai. d'important à l'âge. Ouais. C'est vrai aussi. Bonjour, c'est ici Caroline de Infinite RPG. Quel est votre nom de chat? Alors, je n'ai pas joué à
Guerre des clans RPG, mais je fais partie de la génération Pokémon, Harry Potter, tout ça. Et mon premier RPG, c'était un Harry Potter. Donc l'idée, en fait, c'est... RPG sur forum. Sur forum. Ouais. Et justement, c'est sur quoi je voulais rebondir, c'est que donc Infinite RPG s'intéresse beaucoup au RPG. Role-playing game. Role-playing game. Donc, Jeu de rôle, en français. De rôle. JDR. JDR. En fait, ça se base vraiment sur jeu de rôle papier. Donc de base, des personnes qui sont entourées, qui sont assis autour d'une table et qui incarnent des personnages. Il y a deux dimensions, ceux qui inventent des jeux de rôle, qui conçoivent totalement des univers, et d'autres qui sont fans, comme moi, et qui veulent se rapproprier des univers et tout ça. Et d'ailleurs, ça se joue pas seulement sur forum, mais aussi sur... tout à l'heure, vous parliez de comptes personnages sur Twitter. Ouais. Et en fait... sur Facebook aussi. Même. Sur Facebook, oui, c'est ça. Facebook, en fait, c'est carrément ça qui se passe. Donc, j'ai toute une communauté que j'anime derrière qui s'intéresse beaucoup à ça, qui crée des faux comptes en fait sur Facebook, donc des Drago Malfoy, des Harry Potter, des Katniss Everdeen, voilà, et sur Twitter aussi. Et c'est aussi un challenge littéraire parce que sur 140 caractères, il faut savoir faire évoluer une histoire, se réapproprier. C'est passionnant, moi j'adore tout ce qui est communauté de fans. D'ailleurs en ce moment il y a un webdoc sur Citizen Fan, c'est super intéressant, sur la communauté de fans qui réussit à faire... si vous vous intéressez au fanfiction, ça vient de sortir un webdoc qui s'appelle Citizen Fan. Citizen Fan, c'est vraiment super intéressant. Et du coup ça me faisait rebondir sur la question du droit d'auteur en fait. J'ai rencontré pas mal d'éditeurs l'année dernière pour leur parler d'un projet, donc mon projet Infinite RPG. L'idée en fait ça va être de proposer une plateforme qui permet de créer son jeu de rôle et pas sur forum, pas sur Facebook, pas sur Twitter parce que c'est pour moi en tout cas c'est pas des plateformes dédiées pour le jeu de rôle. Voilà, donc c'est un peu ambitieux de ma part mais voilà. Et en fait j'ai eu quelques réactions d'auteurs et d'éditeurs assez concernés sur le droit d'auteur. Et je voulais savoir un peu, parce que je sais que voilà, J.K. Rowling, par exemple, l'auteur d'Harry Potter, elle est assez ouverte à l'idée que ces personnages, que ces personnages Sony beaucoup moins. Hein. Warner beaucoup moins. Mais non, mais même J.K. Rowling, elle a dit je suis ok, mais par contre, donc elle donne des règles quand même. Ouais. Pornographie non. Ouais. Violence non, et les fans respectent plus ou moins, après on peut pas tout contrôler, et ce que je voulais aussi dire c'est que la communauté des fans régule elle-même en fait. On peut pas faire des RPG Star Wars en inventant n'importe quoi, la communauté elle-même va censurer. Mais donc, la communauté n'est pas totalement homogène, c'est-à-dire que vous avez aussi d'autres endroits, des bas-fonds de la communauté dans lesquels se passent des choses atroces. Les sans-dents de la communauté, c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais un peu... Je sais que dans Citizen Fan, ils parlent beaucoup de ça, du fait qu'il faut plutôt encourager les fans à être imaginatifs, être créatifs. Mais je peux comprendre que le droit d'auteur, c'est quelque chose qui fait peur, mais... L'histoire de Rowling, d'Harry Potter, elle est intéressante. Rowling favorisait ça. Et quand le film est sorti, Warner Bros. A essayé de fermer les forums. Et ça a été... C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le fan était à la fois une menace pour l'intégrité de l'œuvre, pour le contrôle, parce que ce sont des énormes sociétés qui doivent contrôler, et en même temps que c'était les principaux relais d'opinion en termes marketing, et donc on avait intérêt à les intégrer au processus marketing. Et ça a été une des sources du développement massif du transmédia aujourd'hui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que le transmédia, c'est aussi une manière de contrôler, en fait. Enfin, encourager à créer, mais aussi contrôler. Voilà, absolument. D'accord. Donc les questions légales autour des fanfictions, c'est très compliqué. D'abord, c'est pas les mêmes aux États-Unis et en France. Donc voilà, il y a les droits, le système de cession de droits n'est pas le même. Et puis, ça a été marqué par un certain nombre de grandes histoires, c'est-à-dire que des auteurs qui ont voulu partager leur univers ont eu de mauvaises expériences, et donc on reste sur un historique un peu compliqué. Le grand exemple, c'est la créatrice, l'auteur de SF américaine de Ténébreuse. Je suis pas au courant de ça. Darkover. Aidez-moi dans la salle.
Darkover. Tu veux quoi, l'auteur? Oui, je voudrais retrouver le nom de cet auteur. Donc, qui avait complètement ce n'est qu'un auteur, ouvert dans les années 70, c'est une première étape du développement du fandom, qui avait complètement ouvert son univers en disant « Je n'ai pas inventé Darkover, je n'ai pas créé Darkover, je n'ai fait que le découvrir. » C'est moi qui, la première, suis entrée dans cet univers, mais voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et notamment, ça a été un des premiers espaces d'expression de la communauté lesbienne, parce qu'il y avait un groupe de personnages qui s'appelait les Libres Amazones, et qui ont été donc un moment important de la représentativité des communautés. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'histoire des communautés de fans. Ça a été, c'est beaucoup un refuge de subculture, de subculture, de cultures qui étaient ou se sentaient marginalisées et qui ont pu s'exprimer à travers des développements faniques. Donc, cet auteur, dont le nom ne me revient toujours pas malheureusement, Marion Zimmer Bradley. Bravo. Bravo. Et donc, elle s'est vue intenter un procès par une fan. Ah oui, c'est pas mal. Parce que donc, le roman qu'elle s'apprêtait à sortir ressemblait à une fanfiction que la fan en question lui avait envoyée. Et donc, Marion Zimmer Bradley a dû renoncer à cette publication pour ne pas risquer d'infraction au copyright sur une création fanique. Donc voilà, une espèce de backlash. Et donc depuis, s'impose notamment pour les auteurs, comme règle numéro 1, ne pas lire les fanfictions qui sont développées autour voilà. Vous ne devez pas aller les regarder, parce que si vous les regardez, vous risquez de vous en inspirer. Et donc, ça peut... Enfin voilà. Comme quoi, ces rapports ne sont pas simples. Et ça, c'est une histoire vraiment décisive. Oui, voilà, mais la plupart des fanfictions qui ne sont pas dans la sub, qui sont cachées au fin fond de... Voilà, la plupart du temps, les auteurs, les fans signent disclaimer, ceci n'appartient pas, doit tout à la merde de J.K. Vous savez que mais c'est aussi un usage qui découle de ces anciens problèmes. Il y a l'idée qu'on partage un univers, mais il y a des incidents de frontières qui se produisent. Jusqu'où va le partage, c'est quand même pas clair. J.K. Rowling, elle a attaqué plusieurs fois, a attaqué notamment le lexicon de Steve Von Ark, qui au départ était un wiki, une encyclopédie en ligne, la meilleure. Et donc, il a voulu sortir la version papier. Et là, elle a attaqué. Elle a dit, bah non, ça m'appartient. C'est que du contenu qui vient de moi. Alors qu'a priori, on est dans un cas d'usage documentaire, ce qui s'appelle le fair use, l'usage juste. Le fair use américain est censé permettre les usages documentaires, les exploitations documentaires de fiction. Mais elle a gagné et elle a attaqué parce qu'elle-même voulait faire Pottermore et donc voulait garder la possibilité de développer sa propre structure encyclopédique. Mais excusez-moi, elle a attaqué, mais c'est son éditeur, parce qu'un auteur cède ses droits à l'éditeur. Après, il y a le droit moral, ça c'est autre chose, mais là, en l'occurrence, sur un souvent, le copyright est auteur aux États-Unis. Ah, chez les enfants. Oui, c'est ça. Ouais. Non, justement, je parle c'est pour ça que j'ai commencé par dire que les grands exemples légaux qu'on a sont américains et ça correspond pas du tout comme légalité. Mais maintenant, les copyrights sont auteurs. Il faut bien Il faut bien comprendre que dans la culture de fan, on est toujours dans une zone grise. Rien n'est autorisé. En réalité, c'est pour ça qu'il y a ce disclaimer que vous décriviez. Pourquoi est-ce qu'ils disent « je dois tout à l'auteur, je n'y suis pour rien », etc. Parce qu'ils savent très bien qu'en réalité, le jour où on a envie de leur dire non, on peut leur dire non, ils sont dans l'illégalité. Mais c'est un accord tacite parce que tout le monde y trouve son compte actuellement. Ça dépend beaucoup des univers, des auteurs. Par exemple, Tolkien, les écrits de Tolkien sont extrêmement protégés par ses ayants droit, qui sont sa famille directe. Et donc, autant le film est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus appropriable, autant les écrits de Tolkien, qui sont sous la juridiction Tolkien Trust, sont extrêmement surveillés. Donc tout ce qui a pu être fait, qui est pourtant extrêmement respectueux de tentatives de retraduction, de mise en image, tout ça, et
dès qu'un site s'ouvre, il se prend un courrier qui dit cease and stop. Donc là, vous fermez ça tout de suite, sinon nous vous attaquerons et il y a de fortes chances que nous gagnions. Donc ça dépend beaucoup aussi de chaque il y a des pratiques différentes en fonction des non seulement des médias, il y a donc des législations nationales, des différents médias qui sont plus ou moins laxistes, il y a sympathiques, et puis des différents univers d'auteurs. C'est pas tout à fait ça. Légalement, il y a une interdiction totale. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, d'une conception de son œuvre de l'auteur, de la façon dont les producteurs choisissent de protéger ou choisissent d'assimiler les fanfictions, il y a des tolérances plus ou moins grandes, avec parfois des très grandes tolérances pour certaines choses et des très grandes intolérances pour d'autres qui seront inversées ailleurs. C'est-à-dire c'est très variable. Mais la variabilité dit à quel point, en réalité, le fond du problème, c'est que c'est totalement interdit. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Oui, moi j'avais une petite... Alors pensez à prendre... voilà, super. Ouais, le micro, ça tombe bien, je l'ai. Bonsoir, alors merci pour votre conférence. En fait, en vous écoutant, on a tout de même l'impression que plus ça va, et donc plus on demande justement aux auteurs de construire des univers, et non pas de travailler un support en particulier, comme ça pouvait être le cas chez un réalisateur de cinéma ou un romancier. Et donc du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter vers une figure non plus d'auteurs de littérature ou de réalisateurs ou de créateurs de jeux vidéo, mais une espèce de créateurs de contenu qui créerait tout le temps des espèces de bacs à sable dans lesquels il laisserait plus ou moins de liberté à ses utilisateurs, mais qui s'accroche plus du tout en fait à une pratique artistique particulière, mais plutôt à la capacité à fonder un univers qui va être suffisamment profond pour que les gens puissent s'y épanouir et se l'approprier, mais aussi un univers qui porte en lui-même sa propre logique commerciale, qui est quand même la deuxième chose qu'on vous demande quand vous faites du transmédia. Je suis assez bien placé puisque je suis auteur transmédia. Et l'imagination, elle se situe autant dans le récit que vous allez proposer que dans le montage commercial que vous allez apporter aussi à votre partenaire, que vous soyez dans le cinéma, dans le musée, dans les jeux de société, enfin dans tous ces univers-là. On peut faire une réponse nuancée, c'est-à-dire il y a un élément. Je pense que la virtualisation des médias favorise un éloignement de la matérialité du support, ça c'est certain. Mais à l'inverse, on sait bien que toute une série de pratiques transmédia complètent cette virtualisation par des pratiques extrêmement matérialisées avec de l'investissement de la vie quotidienne des gens. Les alternate reality games dans lesquels les gens vont se faire appeler, enfin vont avoir une cabine téléphonique qui va sonner, vous connaissez probablement ce principe. Donc c'est une façon de compenser. Et le dernier point, c'est que oui, il y a quelqu'un qui va se retrouver comme le concepteur de l'architecte en un sens, c'est-à-dire celui qui va, mais en même temps, décliner des choses sur des supports différents, c'est être attentif à chacun des supports. C'est-à-dire se dire, qu'est-ce que je vais apporter en allant dans cette direction-là? Pourquoi est-ce que j'ajouterai des comics ou pas? Qu'est-ce que je pourrais faire dans le jeu vidéo? Qu'est-ce que je pourrais apporter par rapport à... Et même c'est l'exemple, encore une fois, Star Wars, on sait bien, ou de Disney, on sait bien aujourd'hui que les films sont conçus par rapport au prolongement sur d'autres médias. Donc on voit bien qu'on est aussi face à une matérialité, y compris dans les supports virtuels. Alors, autre aspect de la réponse, c'est le fameux travail d'équipe, c'est-à-dire que effectivement, il y a, à partir du moment où le projet grossit un peu, il y a un architecte et puis il y a une équipe de créateurs, forcément. Et ça, à la limite, je trouve que, et c'est bien, on tend à le mettre davantage en valeur aujourd'hui. Je pense par exemple au fait qu'avant, on ne voyait jamais les concept art qui sont faits pour des films d'animation ou des films très largement en 3D numérique. Voir que justement, il y a un travail de création, un travail d'illustration, un travail d'imagination de différentes façons de représenter ce monde derrière ce qui peut nous être représenté comme quelque chose de très artificiel et de très plastique. Voilà, le développement de tout ce qui est vente d'art ludique. Il y a aussi une revalorisation d'un travail d'illustration, d'un métier qui s'appelle le caractère design,
hein, qui consiste à designer des personnages, donc essentiellement sous leur aspect visuel. Donc il y a aussi, je pense, qui va avec le développement de l'artiste transmédiatique, aussi une revalorisation de ce qu'il y a comme pratique artisanale derrière. Voir des nouveaux métiers, même à la limite, Ouais, apparaître. ouais, tout à fait. Les community managers dont on a vraiment besoin pour... Il y a d'autres remarques, questions, sachant qu'il est 21h, donc peut-être une... Qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Voilà. Alors, on va Ouais. Oui, c'est peut-être pas un hasard si vous finissez sur cette brochette de termes anglo-saxons. Dans 10 ans, nous parlerons chinois. Je sais. Mais, ou russe, peut-être, on ne sait pas. C'est pour toi. Et non, c'est qu'en fait, c'est vrai que les script doctors, etc., sont très, très, très à la mode depuis longtemps. Les Américains, par exemple, travaillent en télé, notamment en équipe. En France, on a eu la nouvelle vague en cinéma qui a fait que l'auteur a eu un gros focus dessus. Et on est en train de changer, mais je pense quand même qu'il restera aussi des auteurs avec des choses plus linéaires, plus intimistes. Bon, voilà. Non, parce que moi j'adore les trucs explosés. Un univers, Cécile, c'est aussi une singularité. Hein. On peut le voir comme ça. Un univers, et une équipe peut être développer une singularité. Et une équipe peut être une singularité aussi, bizarrement. Bon, en tout cas, je vous remercie 1000 fois. Bravo à vous. Je pense que vraiment, c'était génial.